première fois, je rentre dans le vestiaire, on me dit de m'asseoir à côté de Baptiston. Donc, j'étais très impressionné. Baptiston me dit bonjour, il prend ses chaussures, il me les jette. Vas-y gamin, serre mes chaussures. Bon, je prends les pompes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des gens qui nous portaient des sacs, on avait notre sac, notre petit rond de cirage avec la petite brosse et la brosse à lustrer. Voilà, donc je prends ces pompes, je commence à mettre le cirage. Et là, il met ses mains devant, il me dit écoute, arrête, non, c'était pour rigoler. Donc, un petit bisutage, voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes Bordeaux, Marseille, PSG, Auxerre, avec un bref détour au-delà des Pyrénées à Valence. Notre légende a joué dans tous les très grands clubs français des années 80 et 90, accumulant titres et gloires à chaque passage avec 3 titres de champion de France glanés avec 3 clubs différents, 2 coupes de la Ligue et un nombre record de coupes de France, 5. Record qu'il conserva longtemps avec Marceau Sommerlinck et Dominique Battenet, avant d'être rejoint puis battu par les représentants du PSG version Qatar, Verratti, Marquinhos. Il a aussi remporté une Coupe d'Espagne et surtout une Coupe des vainqueurs de coupe, écrivant là la plus belle page de l'histoire du PSG. Défenseur élégant, cérébral, fin, décrit comme un tueur avec une gueule d'ange, il devient un élément fondamental de la défense des Bleus, enquillant 25 sélections et convainquant 4 sélectionneurs, Henri Michel, Michel Platini, Houllier, puis Jacquet, de lui confier les clés du coffre-fort. Champion d'Europe avec les espoirs, il échoue aux portes de la finale chez les A à l'Euro anglais en 96. Central parce qu'il fut à la croisée des générations, central parce qu'il fut au milieu des présidents ou entraîneurs iconiques comme Bèze, Tapi, Giroud ou Denisot, sans jamais se départir de son élégance. Central enfin parce que c'était sa position. Notre légende aujourd'hui, c'est Alain Roche, bien sûr. Bienvenue Alain au podcast des légendes. C'est vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast. Vraiment le joueur emblématique des années 90. C'est un grand honneur que tu nous fais. Donc merci beaucoup. Installe-toi confortablement. J'espère que tu vas apprécier le voyage qu'on va t'offrir à travers les âges et notamment ta longue carrière. Mets un plaid, allume le feu, prends un petit chat et mets-le sur tes genoux et c'est parti. En tout cas, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité dans ce podcast. Je suis vraiment ravi d'être présent. Et alors, je suis pas très nostalgique, mais ça fait toujours du bien de se rappeler un petit peu de ce qu'on a fait, quoi, son parcours. Parfait. Merci Alain d'être avec nous. Alors Alain, comment a commencé pour toi la passion pour le foot ? Elle est arrivée un peu tardivement, puisqu'on a pas mal bougé avec mes parents de par leur travail. Et moi, j'ai cumulé beaucoup de sports, le foot, la gymnastique, le tennis. Et il est arrivé un moment, vers l'âge de 14 ans, où le foot commençait à empiéter un peu trop sur le reste. Il a fallu faire des choix, puisque je devais intégrer le sport-études du côté de Mérignac, dans la région bordelaise. Donc voilà, donc après j'ai tout arrêté parce que je pouvais pas tout cumuler, les 34 heures de cours par semaine, plus les 10 heures d'entraînement par semaine, plus les matchs le week-end. Donc voilà, donc il a fallu faire un choix. Bon, ce choix était assez facile, mais donc ça a été un peu tardif. Voilà. D'accord. Et tu as une position particulière à laquelle tu joues à tes débuts ou Oui. À tes 14 ans en tout cas ? Je joue attaquant et ailier gauche. Voilà. Et partie des meilleurs buteurs dans quelques années. Je profitais de mon physique. Ouais. J'étais assez grand par rapport aux autres assez tôt. Mais à un moment, il y a eu un mec qui a eu comment ça s'appelle, une étincelle en disant je pense que tu serais mieux derrière. Donc c'était monsieur Christian Fétis qui était le responsable de la Ligue d'Aquitaine, qui lui m'a vu plutôt comme un défenseur central. Donc il m'a dit écoute, tu vas reculer, je pense que tu feras peut-être une carrière dans cette position-là plutôt qu'attaquant. Mais écoutez, il a bien eu raison. Enfin, peut-être que j'aurais pu progresser en attaquant, mais je me pose plus la question. Ce dirigeant te met défenseur, c'est quand tu joues avec l'Aquitaine ou c'est aussi en club que tu recules ? Alors, au départ, je recule avec la sélection d'Aquitaine et l'entraîneur cadet de l'équipe des Girondins de Bordeaux remarque les performances à ce poste-là. Il dit, écoutez, pourquoi pas le mettre dans cette position-là. Voilà. Mais ça a été grâce à monsieur Fétis que j'ai commencé à jouer défenseur central. Et à ce moment-là, tu sais déjà que t'es très bon, que tu as quelque chose en plus, ou ça reste encore du plaisir, un passe-temps plus qu'une carrière ?
Alors, ça devient plus un passe-temps quand on commençait à faire 10 heures d'entraînement par semaine en sport-études, plus les matchs du week-end, plus qu'un papa qui vous pousse énormément pour tenter que vous réussissiez. Moi, je voulais continuer mes études, mes parents aussi, c'est pour ça qu'on était en sport-études. On a refusé de rentrer au centre de formation des Girondins de Bordeaux parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur le fait de pouvoir réussir, surtout à l'époque aux Girondins de Bordeaux où l'équipe de Bordeaux était quasiment constituée de 11 internationaux, hein. Que ce soit Tigana, Lacombe, Battiston, Spetch, Touvenel et Tussaud. Donc, difficile d'avoir des perspectives, en tout cas dans ce club-là, surtout en monde professionnel. Souvenez-vous aussi, mais vous étiez peut-être pas né, c'est que à l'époque, il y avait que 13 joueurs sur la feuille de match et pas 16 ou 18 comme maintenant. C'est vrai que les places étaient chères. Voilà, après ça s'est fait naturellement, hein, le fait de monter en puissance, d'intégrer l'équipe de France cadet, de jouer régulièrement avec la 3e division qui était à l'époque au Girondins de Bordeaux. Et voilà, il a fallu un petit peu de chance quand Aimé Jacquet a fait appel à moi pour remplacer c'était Garde notre or. Ouais. Et si tu n'avais pas continué le foot, c'était quoi ton aspiration professionnelle? Tu voulais faire quoi comme métier? Je me dédie au commerce. Mon papa était chef de vente chez Philips à l'époque. Donc c'est un peu l'idée que je m'en faisais, c'était de faire de tracer ma route dans ce milieu-là. Après, vous savez, à 18 ans, on veut faire ça, à 20, c'est autre chose. Donc voilà, mais c'est vrai que le fait d'intégrer de suite l'équipe réserve et surtout les pros à l'âge de 18 ans, le choix il est vite fait, quoi. Voilà. Alors juste pour revenir à ton papa, donc ton papa était pas du tout dans le monde du foot, si je comprends bien, mais il était très derrière toi en tout cas. Ouais, exactement. Alors, le paradoxe, c'est que moi, je suis né à Brive. J'ai vécu toute mon enfance en Dordogne. Pays du rugby, ouais. Le pays du rugby, mais c'est vrai qu'on a voyagé assez rapidement, que ce soit à Bordeaux ou du côté du Massif central. Donc, mon père a vu que j'avais des qualités, était plus ambitieux que moi, je ne l'étais même. D'accord. Il ne peut pas dire qu'il soit très adroit avec un ballon de foot, mais il m'a poussé à. Il avait un œil, en tout cas, il avait un bon œil. Je sais pas s'il avait un bon œil, mais oui, parce que après les matchs, on revenait à la maison, il me faisait taper dans la balle, du pied droit, du pied gauche, de l'extérieur, de l'intérieur, des contrôles, tout ça. Alors, quand on est jeune, on écoute beaucoup son papa. Enfin, à mon époque, on les écoute peut-être un peu moins maintenant, mais ouais. En plus, c'était une génération qui avait pas mal souffert, puisque né à la campagne, donc jamais très simple, et levé à la rude. Et notre papa, parce que j'ai un frère, nous a élevé un petit peu à la rude, mais sans. Avec de l'autorité, mais ça ne veut pas dire avec méchanceté en tout cas. Donc, moi, j'ai plus accepté en tout cas les remontrances de mon papa pour tenter de réussir que mon frère ne l'acceptait, qui lui aussi avait des qualités. Voilà. D'accord. Gérald Passy récemment, qui lui voulait pas aller au centre de formation, c'est-à-dire qu'il était un peu forcé par son papa, qu'il a un peu inscrit sans le prévenir, etc. Toi, c'était pas ça. Toi, tu avais un vrai plaisir en tout cas quand tu jouais. Exactement, pas du tout. Non, moi, mes parents voulaient absolument que je continue au sport-études, que je passe mon bac au sport-études. Simplement, c'est que à l'âge de passer le bac, j'avais 17 ans, donc c'était en juin. J'étais rentré à l'âge de 17 ans pour passer ma terminale. À l'époque, il n'y avait pas trop de centres de formation au Girondins de Bordeaux. On était installé au Crêpes de Bordeaux. Donc, vous imaginez bien au Crêpes avec d'autres sportifs, avec le café en bar qui avait le baby-foot, flipper et autres. Donc, c'était extrêmement compliqué d'étudier pendant un an, pendant la terminale, pas de cours particuliers non plus. C'était assez complexe. Voilà. Donc, c'était une vraie prise en main. Il fallait beaucoup de volonté, ce que je n'ai pas eu. Et je devais passer le rattrapage de septembre. Et c'est vrai qu'il est arrivé un match de Coupe d'Europe le jour de du rattrapage. Et je suis pas allé. Donc, vous inquiétez pas, mes enfants me l'ont signalé que j'avais pas eu mon bac. Alors, donc, voilà. Et ça fait quand même parmi les meilleures excuses. Hein. Je peux pas passer mon bac, j'ai un match de Coupe d'Europe. Oui, écoutez, c'est un choix que j'ai fait. Bon, je regrette pas. Ouais. C'est vrai qu'on aime bien de se dire j'aurais bien avoir un bac, quoi. Voilà. Ouais. Vis-à-vis de nos enfants, surtout vis-à-vis de nos enfants. Je pense de nos jours, si tu mets ton nom sur la copie, je pense que tu l'as immédiatement. Hein, donc, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple de nos jours, sans vouloir passer pour un vieux con. Et justement, tu étais en internat quand tu étais au sport-études ou tu étais toujours chez tes parents? Non, j'allais dormir chez mes parents. C'était à une dizaine de bornes et j'ai eu la chance d'avoir une mobilette. Ça n'a pas duré longtemps puisqu'on me l'a volée, donc j'ai dû me débrouiller pour y aller en bus. Voilà, mais je rentrais tous les soirs à la maison parce que ma mère était institutrice. Ça me permettait aussi de
de bosser plus sérieusement que de rester en internat. Et c'est toujours mieux, quoi qu'il arrive, de retourner chez ses parents. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres où voilà, mes parents étaient extrêmement proches et je revenais chez eux le soir pour pouvoir étudier et pour bien manger aussi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Pour bien dormir. Et alors, à l'époque, tu parlais de ton grand frère. Donc, lui aussi était joueur. Alors, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas persévéré dans le foot, mais à cette époque-là, vous poussez un peu l'un l'autre. Ouais, mon frère a 11 mois de moins que moi, simplement. Donc, c'est très, très Son peu. petit frère, d'accord. On s'est tiré la bourre très souvent et pour tous les jeux. Et je suis pas le seul à avoir fait ça. Il y a beaucoup de frères qui l'ont fait aussi. Mais oui, il avait des bonnes prédispositions pour jouer au football, mais à un moment, quand vous êtes jeune, pour pouvoir réussir, il faut faire beaucoup d'efforts. Voilà, il faut mettre de côté sa jeunesse, ses sorties, ses copains. Moi, que j'ai accepté, lui beaucoup moins. Il voulait pas éviter tout ça. Donc ouais, c'est comme ça. Pour moi, j'ai essayé de le pousser, mais il avait pas tellement envie de se lancer là-dedans, quoi. Voilà. D'accord. Après, c'était lui même qui avait été sélectionné en premier à l'époque des Jeux quand on est rentré du Massif Central. Ma maman est allée au Girondin de Bordeaux. On a fait une détection et c'est lui qui a été sélectionné en priorité. Et donc on l'a poussé un peu pour que moi je le suive. En attendant de pouvoir m'imposer dans une équipe minime, je crois, voilà. Mais c'est lui qui était le meilleur à l'époque. juste pour que je comprenne bien, en réalité, donc t'es dans le centre de formation ou t'es pas dans le centre de Non, formation je suis pas dans le centre de formation. Non, non, non. À la D'accord. sortie Mais du sport-études, on était logé au Krebs parce que le centre de formation s'est arrêté, je crois, à 16 ans. Et d'accord, moi, j'étais logé au Krebs, pas très loin d'accord. du centre. Mais tu jouais quand même avec les Girondins. J'ai intégré, je suis rentré au Krebs à l'âge de 17 ans et j'ai commencé à intégrer l'équipe première des Girondins de Bordeaux à l'âge de 18 ans. Et avant, tu jouais pas en club les moins de 18, enfin je sais plus comment Non, on appelait ça à l'époque. à l'époque, c'était maintenant c'est la nationale. Moi, j'étais Ouais, en troisième division, voilà. d'accord. C'était Donc l'équivalent du national. C'était les réserves des clubs pro, quoi. Voilà. ouais, et tu jouais en troisième division alors. Exactement, régulièrement. Ouais. J'étais un des plus jeunes à jouer même en troisième division. Oui, parce que exactement, même en troisième division, c'était quand même. C'était Il n'y tôt, avait pas ouais. que des. Ouais, c'était Non, tôt même pour jouer en troisième division, parce que c'était l'équipe réserve, mais il y avait aussi des gens plus âgés qui jouaient exactement. à Bordeaux. J'avais joué, j'ai commencé à 16 ans et demi, voilà. Il y en a qui commencent à 17 ans au Paris Saint-Germain, comme Zahir Emery. Moi, j'ai commencé un peu plus tard. Mais effectivement, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, comme tu le disais, il y a pas 26 joueurs chaque journée, donc il y a beaucoup de joueurs qui jouent en réserve parce que dans les fictifs pro, il faut bien aussi les faire jouer, et donc il y a quand même des joueurs pro qui jouent en Détroit. Hein. Ce qu'il fallait savoir à l'époque, c'est qu'en Détroit, tu avais plus de joueurs qui avaient entre 22 et même des fois 8 ans que des gamins de 18 ans, comme c'est le cas maintenant. Hein. Ouais. Les équipes réserves, c'était du très très haut niveau. Et ça permettait aux joueurs professionnels de l'effectif professionnel, s'ils ne pouvaient pas jouer le week-end, de pouvoir avoir un match le week-end aussi, voilà, pour se tenir en forme au cas où on fasse appel à eux le week-end d'après, quoi. Alors, comment t'expliques ta maturité de progression fulgurante, d'être déjà mis en défenseur central? En plus, c'est un poste qui est quand même ultra exposé, un peu comme le poste de gardien où chaque erreur se voit quand même assez vite. Pourtant, tu arrives assez rapidement à t'imposer. Tu joues en troisième division, tu dis toi-même contre des pros, voire même des anciens pros ou des futurs stars. Comment tu arrives à t'imposer aussi vite? Donc, c'est rien, des fois, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. On est bien à ce niveau-là. On est bien entouré aussi, parce que je pense que pour débuter sa carrière, il faut être entouré de personnes compétentes. On pourra en parler quand j'ai fait mes débuts au Girondin de Bordeaux. Si j'avais pas été autour de Giresse, Girard, Lacombe et bien d'autres, peut-être que j'aurais pas réussi la carrière que j'ai faite derrière. Mais je sais pas, vous vous entraînez tous les jours avec des gamins qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans. Ils sont costauds. Vous êtes obligé de vous adapter à ce que vous avez en face, de trouver les solutions, les astuces pour lutter face à des joueurs qui sont souvent plus grands que vous et plus âgés, qui ont beaucoup plus de maturité. Voilà, l'expérience, ça s'apprend à l'entraînement. En étant sérieux, c'est toujours pareil. Hein. Quand on va à l'entraînement, on m'a toujours dit qu'il fallait jouer comme s'entraîner comme on joue. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, que ce soit quand à mes débuts comme par la suite. Après, il y en a qui un peu plus doués que les autres, un peu plus de maturité. C'était le cas pour moi. Est-ce que c'est ton club de cœur, Bordeaux?
Toi qui viens de Brive, est-ce que c'est le club que tu supportes? Oui, parce qu'on a vécu dans un premier temps à Bordeaux, après on est allé du côté de Rion, et après on est revenu à Bordeaux, j'avais 10 ans, donc oui, c'était le club de mon cœur, j'étais chez les jeunes des Girondins de Bordeaux, on avait la chance de pouvoir être les ramasseurs de balles aussi lors des matchs des Girondins, donc oui, c'était mon club. Ouais. Alors on les côtoyait rarement, puisque était situé dans un endroit à l'époque c'était à Roqueville, vous n'avez pas connu, c'était Ouais. l'aéroport, pas loin de l'aéroport de Bordeaux. Mm. Donc on les voyait rarement les professionnels, l'accès était plutôt compliqué. Mais mon club a toujours été Girondins de Bordeaux, oui, parce que j'ai toujours suivi cette équipe de France. Déjà, premièrement, la première fois qu'on a eu la télé à la maison, on a vu le Coupe du Monde en 78. Donc, je voyais Bernard Lacombe, je voyais et d'autres joueurs qui évoluent au Girondins. Après, 82, même chose. Et donc, j'étais au Girondins. Donc, c'était des gens que j'appréciais. Alors, je sais pas si j'idolâtrais pas, mais c'était des gens que j'appréciais énormément. Tu avais quand même un joueur préféré? J'aimais beaucoup la classe de Patrick Battiston, la technique d'Alain Giresse, et j'avais un faible pour un garçon qui m'a pris un peu sous sa coupe, c'était René Girard. D'accord, oui. Et un merveilleux joueur, tout le monde l'a cantonné à un rôle de méchant. C'est vrai qu'il était agressif, mais c'était un joueur excessivement technique qui est tombé sur une génération où il y avait Tigana, Giresse, Ouais, c'est et clair. Fernandez à l'équipe de France qui a pas eu beaucoup sa place, mais ça a été pour moi c'était vraiment un exemple parce que ça alliait tout l'envie, la détermination, le don de soi, l'agressivité et aussi la technique. Moi j'ai vu faire des séances de reprise de volée à l'entraînement avec Bernard Lacombe, Giresse, René Girard et René Girard était quasiment au même niveau que Bernard Lacombe sur la reprise de volée. Donc c'était un garçon. Ah oui. Ouais. Alors c'est marrant parce que René Girard, c'est vraiment le maillon manquant pour nous de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que s'il avait été présent lors de cette demi-finale contre l'Allemagne, on pense que, et c'est un peu l'aveu de tout le monde, que le dénouement aurait été complètement différent que celui qui a eu lieu, quoi. C'était vraiment, il était en tribune à ce moment-là. Bon, personne ne comprend pourquoi il était en tribune. Et effectivement, de notre côté, après avoir analysé honnêtement 10 interviews différents, on a 10 retours comme quoi c'était vraiment la personne qui manquait pour les 25 dernières minutes du match, quoi. Ouais, lui il doit le regretter beaucoup plus que moi je le regrette. À quel moment se fait le déclic pour toi où tu passes de la troisième à l'équipe première dans une équipe où tu l'as dit toi-même où c'est quand même peu des internationaux, c'est une équipe incroyable, c'est l'équipe qui domine le championnat de France à cette époque-là, c'est l'équipe qui quasiment domine l'Europe, en tout cas à quelques matchs près qui aurait pu être championne d'Europe. Comment tu fais pour t'imposer au-delà de ta volonté? À ton avis, qu'est-ce que les entraîneurs, qu'est-ce que les formateurs voient en toi à ce moment-là? D'abord, Aimé Jacquet venait régulièrement voir les matchs de troisième division, puisqu'il se jouait le dimanche et l'équipe première jouait le samedi. Il venait voir déjà les joueurs professionnels qui redescendaient en troisième division pour s'assurer un peu de rythme en vue d'un prochain match. Donc, il a vu ce que je faisais et un jour, matin, à 8h30, on était déjà sur le terrain, l'équipe réserve et Bernard Michelena, qui était l'adjoint d'Aimé Jacquet à l'époque, est venu me chercher en me disant, écoute, faut que tu viennes. On a besoin d'un joueur supplémentaire pour faire les petits jeux parce qu'il y a un blessé. Donc, je suis venu en début de semaine. Écoutez, la semaine s'est plutôt bien passée, même très bien passée. Je crois qu'Aimé Jacquet a eu l'impression que j'étais au niveau. Je me suis bien intégré en étant humble, en écoutant les consignes, en donnant tout, sans être timide non plus, parce que la chance, elle se présente pas deux fois. Donc, il fallait absolument la saisir, ce que j'ai fait. Mais j'étais très impressionné le premier entraînement parce que, pour vous raconter une anecdote, on s'entraîne et d'un coup, il y a un tacle de Gernot Rohr sur Jean Tigana, très violent. Jean Tigana reste au sol, il se relève, bagarre. Donc je dis, oulala, Ah oui. dans quelle équipe je suis tombé? Il se met sur la dès qu'il y a un tacle. Donc j'ai dit, bon, va falloir faire attention quand on va tacler quand même certains joueurs, surtout Giresse, Tigana ou d'autres, parce que je savais que René Girard mettait des coups, il disait rien. Donc, mais ouais, non, mais
Je sais pas. Et à la fin de la semaine, Aimé Jacquet me dit, écoute, le joueur qui était blessé, alors je sais plus si c'était Patrick Battiston ou le Leonard Spetch, me dit, il pourra pas jouer la rencontre. Donc, écoute, faut que tu viennes, tu seras un des deux remplaçants sur le banc de touche, parce qu'il n'y en avait que deux à l'époque. Faut pas l'oublier. C'était 13, il n'y avait pas de gardien remplaçant non plus. Mais c'était un joueur de champ qui jouait. Donc voilà, je suis parti pour ce match-là avec beaucoup bien sûr, d'excitation, mais un peu d'appréhension quand même quand on se retrouve dans le vestiaire avec ces grands joueurs. Ouais. Et les joueurs te mettent en confiance? Ils sont bienveillants avec toi? Comment Ils ont été très bienveillants, oui, parce que j'ai une autre anecdote. Il y a une certaine époque, alors c'est plus le cas en Angleterre, mais en Angleterre, par exemple, un jeune joueur du centre de formation était attitré à un joueur professionnel. Et le jeune joueur s'occupait de ses chaussures, les chaussures des lieux professionnels. Il lui lavait, il nettoyait, il lui cirait, enfin voilà. Et à Bordeaux, ça se faisait pas. Mais la première fois que je rentre dans le vestiaire, je m'assois, on me dit de m'asseoir à côté de Battiston. Donc j'étais très impressionné. Battiston me dit bonjour, il prend ses chaussures, il me les jette. Vas-y gamin, serre mes chaussures. Bon. Ça s'est fait ailleurs, ça peut se faire ailleurs aussi. Donc je dis, je prends les pompes, je commence à. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des gens qui nous portaient les sacs, on avait notre sac, nos crampons qu'on changeait, nos petits ronds de cirage avec la petite brosse et la brosse à lustrer. Voilà, donc je prends ces pompes, je commence à mettre le cirage. Et là, il met ses mains devant, il me dit, écoute, arrête, non, c'était pour rigoler. Donc déjà, voilà, c'était. Si j'avais. Non, un petit bizutage, voilà. Si j'avais dit non, peut-être qu'ils auraient été moins bienveillants avec moi, mais en tout cas, ça a été. Je pense que ça a été un signe aussi. Et après, la bienveillance, elle est là. Il y a peu de jeunes qui sont sortis du centre de formation à cette époque-là, hormis Alain Giresse. J'étais le seul qui pouvait postuler à, à sortir. Et écoutez, ils ont été non, très gentils parce que moi, je me suis mis aussi à disposition, à l'écoute. J'en faisais pas qu'à ma tête. Moi, j'étais là pour apprendre. Donc, ils se sont occupés merveilleusement bien de moi. Ils m'ont été très protectionnistes aussi. Et dont un garçon qui est René Girard, qui lui m'a vraiment considéré comme son fils et m'a accompagné. Ça a été dur pour moi parce qu'il était extrêmement dur avec moi, mais je pouvais partir à la guerre avec René. Je savais que j'avais toujours quelqu'un derrière moi qui allait m'aider, me soutenir. Parce que j'ai eu pas mal de soucis sur le terrain avec certains joueurs comme Luis Fernandez et d'autres. Et lui, René était tout le temps là pour m'accompagner et m'aider. Ouais. Alors justement, on va revenir à ça parce que c'est assez intéressant. Donc, il y avait des joueurs justement, tu dis Luis Fernandez, tu avais des joueurs donc qui étaient pas nécessairement très bienveillants avec toi des autres équipes. Non, mais c'est normal. Je veux dire, vous êtes le petit jeune qui arrive. L'équipe des Girondins de Bordeaux est l'équipe à battre dans ce championnat. Il y avait une forte concurrence avec Paris. Quand vous allez jouer à Lens, il y avait 35 000 personnes aussi. Et jouer dans un contexte qui est jamais facile quand vous débutez. Et voilà. Et quand vous avez des jeunes, des joueurs expérimentés en face de vous, ils veulent vous titiller, comment dire, vous perturber, vous faire sortir de vos gongs, vous faire sortir du match. Donc voilà, ce sont des petits mots, des petits coups, des gros coups aussi par moment. Voilà, ça parlait beaucoup. À l'époque, ça parlait énormément. Ça parlait beaucoup. Vite, ça parlait beaucoup à l'adversaire. Ça, beaucoup d'intimidation dans les couloirs. Voilà, mais c'était l'époque. C'était l'époque. Il fallait. Mais il y a moins de caméras, ouais. Il y a moins de caméras. Ah oui, il y a quelques claques qui ont circulé, oui. Ouais. Ou même quelques grossières agressions sur le terrain, ou beaucoup de tacles par derrière, où l'arbitre est très peu sévère, surtout quand vous jouiez à domicile, où il y a beaucoup de laxisme. Oui, c'était une époque qui n'était pas simple pour les joueurs offensifs. Ouais. Voilà. Donc voilà, mais c'est normal. Donc il y a des anciens qui vous titillent, qui vous essaient de nous intimider, mais René ou bien d'autres étaient toujours là. Ouais. C'est marrant que tu dises Luis Fernandez parce que je crois que pour en revenir à Gérard Passy, je crois que c'est le seul carton rouge de sa carrière. C'est Luis Fernandez qui, quand l'arbitre ne regarde pas, lui marche sur la main avec ses crampons bien sûr, et Passy qui réplique et qui du coup se fait expulser. Donc il faudrait peut-être qu'on ait Luis sur le programme. Louis, c'était très perturbant sur un terrain, très très perturbant parce qu'il cessait de parler déjà à l'arbitre, il parlait toujours à tout le monde, à ses adversaires et encore plus à des joueurs comme moi qui étaient beaucoup plus jeunes.
même sauf à René Girard, parce qu'il avait peur de René Girard. Parce que Louis parlait beaucoup, mais quand il fallait aller au combat, il y allait, mais pas aussi, avec autant de détermination que d'autres. Donc, fallait rien dire, fallait avoir du répondant. Et puis, bon, ça s'est bien passé par la suite, hein, mais puisqu'après, et ça a été quand même mon entraîneur, on a joué très souvent l'un contre l'autre, mais oui, mais Louis, c'est un garçon qui parlait énormément, mais énormément sur le terrain pour perturber les adversaires, vraiment. C'était dans sa nature. Il y a des garçons qui ont besoin de ça aussi, hein, et ça vous permet de rester concentré dans le match. Et je suis persuadé que Louis avait besoin de ça pour pouvoir faire des bons matchs. Alors, puisqu'on parle un peu du chambrage, on avait eu Christian Lopez qui parlait un petit peu de l'intimidation qu'il pouvait faire sur certains attaquants avant le match, en leur parlant, en disant toi je vais te choper, des trucs comme ça. Est-ce que toi tu disais j'ai du mal à l'imaginer, mais peut-être que je me trompe. D'accord. Toi tu disais rien. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé d'avoir des duels âpres avec certains attaquants ou des insultes fusées entre lui et moi, mais je n'ai jamais commencé un match dans le couloir à dire des mauvaises choses à l'adversaire. D'abord, c'est pas dans mon tempérament. J'ai pas été initié à ça non plus au Girondins de Bordeaux, où on avait quand même un président qui faisait très attention à l'image des joueurs et de son club. Des joueurs qui étaient tous internationaux, qui n'avaient pas ça du tout dans leur gène. Plutôt des gens plutôt élégants, très bons. Et j'aurais débuté ma carrière du côté de Nîmes à l'époque, où c'était compliqué avec Toulon. Non, mais c'est vrai. Nîmes et Toulon, ils reviennent souvent. Ouais. Nîmes, Toulon, Bastia. Exactement. C'était des endroits qui étaient où l'intimidation était de base. Donc, tu nais avec ça. Donc, tu nais avec ça au centre de formation, dans les équipes de jeunes où les matchs sont difficiles à jouer, où ça chambre énormément parce que dans le sud, on chambre beaucoup, on parle beaucoup. Ouais. Tout dépend du contexte où vous êtes né, où vous avez vécu. Et à Bordeaux, nous, c'est quand même une ville plutôt bourgeoise, guindée, où c'est la haute bourgeoisie, quoi. Quand vous descendez dans Marseille, vous savez, le changement est radical. Hein. Quand tu allais dans des endroits chauds comme Furiani ou quand tu allais à Toulon, quand tu allais à Nîmes, est-ce que ça te motivait ou est-ce que tu disais oh putain, je vais devoir me taper de nouveau ces brutes? Non, parce que quand tu rentres sur le terrain, c'est le jeu qui parle. Hein. À un moment, quand tu as les joueurs qui sont capables d'avoir le ballon et d'en avoir la possession et de malmener l'équipe adverse avec le ballon, bon, c'est toujours plus simple. Hein. Après, les mecs qui peuvent chambrer, à un moment, ils ne chambrent plus parce que tu es meilleur qu'eux. Mais c'est vrai qu'avant les matchs, ça n'a jamais été simple, bien sûr. Certains endroits, comme je disais, à Bastia, à Nîmes, à Toulon, à Marseille aussi, à l'époque, c'était un peu tendu. Oui. Mais après, sur le terrain, tu essaies de faire abstraction de ce que te disent déjà les joueurs et ce que te disent le public. Parce que si tu écoutes les paroles du public, bah, c'est sûr que tu sors de ton match et il vaut mieux rentrer au vestiaire parce que tu n'es pas capable de le supporter. Quoi. Voilà. Et tu arrives à bloquer le son quand tu es sur le terrain, tu arrives à ne rien entendre. Oui. D'accord. Oui, parce que je me concentre sur ce que j'ai à faire. C'était de bien défendre, d'empêcher l'attaquant de marquer. Voilà. Après, la suite de ma mère, mon père et tout le reste, j'ai la donne. Non, parce que je suis sur le terrain, je maîtrise. Voilà. D'accord. Je maîtrise pas tout le temps, mais je maîtrise quand même. Mon jeu et mon intérêt, c'est de maîtriser l'adversaire, quoi. Donc, même les insultes des adversaires ne me perturbaient pas du tout. Non, je savais que ça faisait partie du jeu, quoi. Voilà. Tu démarres à Bordeaux, effectivement, on est plutôt sur une ville d'élégance avec des joueurs assez élégants, comme tu le dis, et il y avait une culture un peu différente, donc il n'y a pas trop de chambrage et ça joue dur, mais ça reste correct. Est-ce que en vieillissant, en ayant plus de maturité, tu as changé et tu as essayé et ton jeu est devenu peut-être plus dur? Non. Ton jeu évolue. D'abord, tu es dur ou pas à la base. Faut pas rêver. Tu évolues dans ton jeu au fur et à mesure que tu joues contre des adversaires de très haut niveau. Voilà. D'accord. Tu es obligé d'adapter. C'est pas pour ça que tu seras beaucoup plus dur, mais tu vas être beaucoup plus concentré, beaucoup plus agressif dans certains domaines. Tu analyses davantage tes adversaires pour tenter de les contrecarrer. Tu essaies de te lever ton niveau physique et d'agressivité en fonction des joueurs que tu as en face aussi. Hein. Parce que vous allez peut-être en parler, mais quand tu jouais Marseille, tu savais que si tu n'étais pas au niveau de l'agressivité de ces joueurs-là, tu passais complètement à travers. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas parfois à Paris. Tu as gagné un match contre eux, quoi. Mais
Mais habituellement, que ce soit la Coupe d'Europe ou pas, il fallait se mettre au niveau, surtout, mais sur l'intensité. Ça, c'était quand même la première chose. Et la chose la plus importante au haut niveau, c'est la concentration. Le moindre détail est important. Tu ne peux pas te relâcher un seul instant. L'évolution, elle est plutôt là que autre chose. Si tu électes au niveau d'agressivité, j'étais capable de le faire. Le problème, c'est que c'est plus ton jeu, quoi. Et tu penses qu'à des coups et plus à jouer. Et voilà. Et là, ça me pouvait me faire sortir du match, voilà. Et c'est arrivé très rarement, hein. C'est arrivé souvent sur les matchs A pour qu'on a pu jouer contre l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression qu'il y a peu Alain Roche, quoi. Il y a un peu Alain Roche normal, et puis contre l'OM, en revanche, tu avais un jeu un tout petit peu différent du fait de l'intensité. Est-ce que je me trompe? C'est pas l'intensité, c'était l'agressivité qu'il fallait mettre. L'agressivité, ouais, Voilà. ok. L'agressivité dans les impacts, c'était ça le plus important. Après, bien sûr, quand tu évolues, au départ, tu es un peu plus timide, donc tu n'oses pas mettre des coups, enfin, c'est pas des coups, tu n'oses pas aller Allez, franchement, quoi. contact parce que tu as toujours peur de faire mal, mais après, en évoluant, tu te rends compte que le haut niveau, c'est quand même c'est une bagarre, mais une bagarre saine. Quand tu es un défenseur, en face, il doit pas passer, il doit pas marquer. Bah, toi, de trouver tous les stratagèmes pour qu'il ne marque pas. Alors, des fois, il y a je préfère dire que j'ai évolué plutôt en vice qu'en méchanceté. Ouais, ok. Ton premier match, d'après mes recherches, c'est contre Brest, ça. Tu as 18 ans, tu rentres à la place de Giresse. Ouais. Tu te souviens de ce match? Ouais, il y a des souvenirs qu'on n'oublie pas, c'est celui-ci. Ouais. Je suis appelé par Aimé Jacquet pour remplacer Alain Giresse. On menait 3-0 déjà. Il voulait, je pense, à mon avis, faire reposer son meneur de jeu, et voilà, il me demande de rentrer à sa place. Alors, je sais plus si je rentre comme un milieu défensif ou un défenseur central. Je sais plus. Voilà. En tout cas, je rentre, et alors c'est toujours plus facile de rentrer quand il y a 3-0 déjà. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en plus, voilà, je sais pas, j'ai pris le ballon, l'espace est ouvert devant moi. Bernard Lacombe m'a fait un bon appel pour amener le défenseur avec lui, et j'ai tenté ma chance, j'ai frappé du pied gauche et j'ai marqué. Donc, c'était voilà, un premier match mémorable. Le fait de rentrer et de marquer, ça arrive pas tout le temps et ça arrive pas à tous. Donc, c'est vrai que c'était un moment inoubliable. Et ta famille dans les tribunes pour ce match, tu les as prévenus que tu allais peut-être débuter? Ouais. Ah ben, pour le premier match d'Amport, oui, ils étaient là, oui. Et derrière, même le premier interview avec Bernard Montiel, vous imaginez un peu. Ah oui. Il travaillait, il travaillait à France 3 Aquitaine, je crois, c'est pour ça. Ouais. Tout est arrivé d'un coup, là. Dans ta tête, tu te souviens ce que tu te dis? Tu dis, ça y est, c'est... Alors bon, t'as l'air assez sérieux, la tête sur les épaules, et je pense que tout le monde a dû un peu te calmer chez toi, mais est-ce que tu as quand même un peu envie de t'enflammer? C'est ton premier match, tu remplaces Giresse, tu marques un but lors de ton premier match. Ça doit quand même être incroyable. Alors, l'enflammade, c'est pas trop dans l'esprit de la famille Roche. Ouais. Mon père était là pour me dire 2-3 mots. Aimé Jacquet était très attentif à ça aussi, ainsi que les autres joueurs. Donc, non, la remise en question est totale. Alors, il faut toujours profiter du moment, parce que j'ai bien profité. Ça ne veut pas dire que je suis sorti, mais il faut se dire que voilà, on a fait. C'est un moment et qu'il faut le vivre intensément. Voilà, un moment à part. Et la semaine d'après, après, je suis resté directement avec l'équipe toute la semaine. Hein, donc après, j'ai plus bougé de l'équipe première. Donc c'était j'ai pas dit juste récompense, c'était une récompense en tout cas pour la belle prestation que j'avais faite et ce que j'ai démontré à l'entraînement. Donc quand tu vis avec une équipe comme celle de l'époque, les grands joueurs se remettent en question tout le temps. Donc à l'entraînement, il fallait absolument gagner les petits jeux. Il y avait beaucoup d'intensité qui était imprégnée par l'entraîneur, qui était méjaqué par l'adjoint, et vous n'avez pas connu peut-être, mais il y avait un directeur sportif qui était Didier Kouékou. Ouais, bien sûr. Qui était papa mais Girondins de Bordeaux, qui lui était un des attaquants les plus méchants qui avait existé en première division, qui était le directeur sportif. Voilà, donc tous ces gens-là, te poussent à faire toujours mieux et à progresser. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tu rentres en jeu, c'est la 20e journée de la saison 85-86, et tu ne sors plus de l'équipe.
jusqu'à la fin de la saison. Tu joues tous les matchs d'après. Donc, il t'a fallu 30 minutes pour mettre un peu tout le monde d'accord. Enfin, bon, évidemment, sans compter tout ce que tu faisais pendant la semaine aux entraînements, mais du coup, tu ne sors plus de l'équipe. Tu t'attends à ce moment-là vraiment à arriver. Ça a l'air presque trop facile, on va dire. Alors, je pense qu'il y a plus. Le contexte aussi m'a aidé. Alors, je sais plus qui était blessé. C'était un des défenseurs centraux. À l'époque, il n'y en avait que 3. Il y avait Garneau, Baptiston et Spetch. L'air de rien, quand vous êtes obligé de constituer une équipe avec simplement 13 joueurs, il vous faut un défenseur central obligatoirement. Hein. Un défenseur qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer milieu défensif, qui peut jouer la latérale aussi, ce que j'ai fait avec Aimé Jacquet, quelques matchs aussi, ou même milieu défensif. Donc, j'avais une certaine polyvalence qu'il a utilisé. Et c'est pour ça que je suis pas sorti de l'équipe. Donc, on va jouer même à Lens, je crois, le match d'après, dans un contexte difficile. Et c'est vrai que la performance est plutôt bonne. Et voilà, et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Pourquoi? Parce qu'il y avait des blessés. Et même là, je joue la finale de la Coupe de France parce que Spetch et Baptiston se blessent. Parce qu'en principe, moi, je devais pas jouer la finale. Ça devait être Baptiston et Spetch. Et je la joue avec Garneau. Alors, c'est pas prévu dans les plans d'Aimé Jacquet. Voilà. Donc, à un moment, il faut, je vous disais tout à l'heure de saisir sa chance. Je l'ai saisi sur le premier match. Et arrive même cette Coupe de France où je ne dois pas jouer, je la joue quand même. Donc voilà, je sais pas, il y a les étoiles et les planètes étaient bien alignées en tout cas pendant cette année. Mais après, faut prouver tous les jours que vous méritez votre place, quoi. Et t'avais quel contrat à ce moment-là? Alors moi, j'avais un contrat à l'époque qui était un contrat de stagiaire. D'accord. Et un paramètre important à l'époque, c'est que pour pouvoir avoir un contrat professionnel, il fallait faire 25 matchs en professionnel. Ah, c'est 25 maintenant, d'accord. 25 matchs. Maintenant, un gamin, il a même pas fait un match avec l'équipe réserve, qu'il a déjà un contrat pro pour pouvoir le verrouiller. Mais c'était vrai que c'était super exigeant, donc surtout avec 13 joueurs sur la feuille de match. Donc ouais, il fallait s'accrocher, quoi. Et ton salaire était correct ou c'était? Ah ben ma femme qui était responsable d'un salon de coiffure gagnait beaucoup plus d'argent que j'en gagne. Moi, je devais être à, je sais pas, moi, en euros à l'époque, en stagiaire. Je devais toucher 600 francs, ça fait quoi en euros? Ça fait pas grand-chose. Bah, ça fait 100 euros. Moi, ça fait 95 euros, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Je devais toucher 120 euros. Voilà, en stagiaire ou 120 euros. Donc, j'étais content quand les primes tombaient. Hein. Ouais. Allez, match chez les pros. Donc, fin de saison, Coupe de France. Bordeaux qui est dans les 3 premiers à la fin de la saison. Ouais. Au championnat. Donc, une saison ultra pleine. Alors, t'as pas encore fait 25 matchs pro, donc je pense que tu peux pas renégocier son contrat, mais je sais que Claude Bèze, c'était un peu le style à vouloir verrouiller tout ça assez rapidement. Est-ce que tu as un agent à ce moment-là? Est-ce que tu réfléchis à tout ça? Non, c'est mon papa qui gère et ma mère. Bah, tu sais, quand tu as les contrats comme ça stagiaires, le montant est défini. À part si je me souviens que Claude Bèze m'a mis une petite prime en fin d'année pour me récompenser. Et quand j'ai signé professionnel, donc l'année d'après, il a été fort sympathique. Je venais d'avoir mon permis. Il m'a offert une Opel Corsa. Ah oui. Est-ce que c'était la voiture de tes rêves? Non. Il m'a offert l'Opel Corsa le jour où j'ai eu mon permis, qui était le 19 novembre. Donc voilà. Donc j'avais qu'un contrat stagiaire. Il m'a offert quand même une Opel Corsa. Ah oui. Donc c'est de la fameuse Claude Bèze. Tout à l'heure, j'ai la touche Claude Bèze. 19 novembre 86. Donc voilà, je venais de débuter. Hein. Parce qu'au jour près, il y a quoi? Il y a 40. Au jour près, oui, exactement. Il y a 28 ans. Il y a 38 ans. 38, 38. Non, il y a beaucoup. On va pas faire les mains. Et alors, t'as pas. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu pas mal d'anciens joueurs qui s'achetaient des voitures avant même d'avoir le permis et qui pour certains les conduisaient justement. Donc toi, tu as quand même attendu d'avoir le permis pour la conduire. Je me suis acheté une moto avant d'avoir le permis. Ouais. Ah, ok. Et je n'allais pas conduire. D'accord. Donc tu avais la mobilette, ensuite la moto et ensuite l'Opel Corsa. J'avais l'Opel Corsa, la moto, je l'ai acheté quand je jouais à OCR et j'avais pas le permis. C'était un peu plus tard, 22 ans. Ah, le permis moto, tu veux dire le permis moto? Le permis moto. Ouais. Et Guiraud était au courant? J'étais très embêté parce que il y avait donc le stade de la Baie des Champs et les leçons de conduite étaient sur le parking à côté de la Baie des Champs. Donc j'arrivais à ma voiture, je la garais à 300 mètres du parking, mettais le casque sur la tête
avant d'aller sur le parking, comme ça personne ne pouvait me reconnaître. Et j'ai passé mes leçons, comme ça. Je suis passé à travers les gouttes. Les gouttes Tu penses vraiment qu'il n'était pas au courant, Guiraud, ou qu'il Non, a il juste était pas fermé au les yeux? courant. Sûr, Ah ouais. sûr, il me l'aurait dit, parce qu'il était informé de tout, il me l'aurait dit. Ouais. Mais je suis jamais à la moto à l'entraînement, jamais. Jamais. D'accord. un plaisir solitaire. Ouais, exactement. En moto, ouais, attention au plaisir solitaire. En moto, On rectifiera. tu rectifieras. Ouais, je rectifierai. Donc la saison d'après, c'est un peu la saison de la confirmation. C'est la saison où Bordeaux fait une saison de dingo. Champion de France, finale de Coupe de France remportée, donc le doublé. Toi, tu joues plein de matchs. Tu joues 28 matchs. Tu joues les matchs de Coupe d'Europe. Comment tu qualifierais cette deuxième saison ultra pleine? C'est la confirmation. Ça veut dire que la deuxième saison, tu n'es plus un rôle de remplaçant, ce qui était le cas au départ, et tu profites pas des blessures de certains joueurs. C'est que tu es devenu titulaire dans cette équipe-là, avec un recrutement de très haut niveau qu'avait fait Claude Bèze. On avait les deux frères Vujovic qui sont arrivés, Zlatan et Zoran, un attaquant et un Zlatko, Zoran, ouais. Ouais, alors les plus jeunes connaîtront pas, mais c'était des magnifiques joueurs. José Touré est arrivé, Philippe Vercruis, on avait Farjan qui arrive au qui est arrivé au mercato. mois de janvier, on avait Jean-Marc Ferry aussi. Grosse équipe. Hein. Ah non, mais grosse équipe, parce qu'il y avait certains joueurs qui avaient arrêté. Je crois que Bernard Lacombe avait arrêté, ou c'est après. Bon, enfin bon, voilà. Non, grosse équipe, et on fait le doublé cette année-là. Mais j'ai une question, quand on en prend 9 à Monaco, c'est en 85, 86 aussi. Oui, je crois qu'on en prend 9. L'année, on gagne la Coupe de France, la première. Si, c'est ça. Si, ça y est, je m'en souviens. Ouais. On prend à Monaco, d'ailleurs. Monaco, exactement. Et on gagne la Coupe de France en 86, c'est ça. Ouais. Oui, donc 87, c'est non, mais c'est la récompense. Faire un doublé, c'est exceptionnel. Ça arrive à très peu de joueurs dans leur vie. Surtout que le championnat, à l'époque, français était très homogène. Ouais. Des très bonnes équipes, tous les meilleurs joueurs restaient en France. Vous avez droit qu'à simplement 3 étrangers dans chaque équipe. Les joueurs français partaient peu à l'étranger. Ceux qui étaient partis, c'était Michel Platini dans les années 80. Donc, 86, c'est l'année de la Coupe du Monde, donc c'est vraiment comme tu le dis, c'est l'équipe de France qui a gagné l'Euro en 84. Il y a demi-finaliste, troisième du mondial en 86, donc c'est vraiment un des meilleurs championnats. Coupe d'Europe, justement, c'est ce fameux match contre le Lokomotiv Leipzig. ouais. Tu joues le match retour. Le match retour qui a aussi une petite histoire extra-sportive, c'est que c'est le match, je crois, est diffusé sur la 5 ou sur la 6, je sais plus trop. Mais Claude Bèze qui court-circuite un petit peu les diffuseurs habituels qui vendent le match. Alors, pareil, je me souviens plus si c'est la 5 ou la 6. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu le voir, malheureusement. Moi, je me souviens que j'avais écouté à la radio. J'étais vert de ne pas pouvoir voir le match. Tu te souviens, toi, le match qui était perdu au match aller 1-0, vous allez en RDA, Bordeaux marque rapidement le premier but et le match se joue au tir au but. Et toi, et donc tu as 18 ans, hein, tu fais partie des 5 qui vont tirer pour une première finale de Coupe d'Europe. Je me souviens pas trop du match. Hein. Je me souviens surtout de la séance de tir au but, puisque juste avant la désignation des 5 joueurs, Aimé Jacquet, alors à l'époque, maintenant on demande qui veut tirer, mais à l'époque la liste était concoctée par l'entraîneur, et il avait désigné Zlatko Bujovic, je crois, ou Zoran, je sais plus si c'était lequel, et un des deux refuse de tirer. Voilà, exact. Il participe à la séance, et Aimé Jacquet me regarde et me dit: Alain, c'est toi qui vas tirer. Bon, ouais. Là, quand c'est Aimé Jacquet qui te demande quelque chose, tu dis oui, mais moi je vais tirer. Bon, c'est pas grave. Ouais. On va tirer. Et je tire, je sais plus en quelle position. Et Bernard Lacombe, juste avant de partir, parce que c'était Bernard Lacombe qui était, ça y est, je me souviens. Bernard Lacombe, juste avant d'aller tirer, me dit: Alain, tu te poses pas de questions, tu frappes fort au milieu. Voilà. Ce que j'ai fait, j'ai marqué, mais l'équipe a été éliminée. C'est le gardien qui marque le but vainqueur, le gardien est-allemand. C'était demi-finale de quoi? De Coupe UEFA? C'est la coupe des vainqueurs de coupe. Ok. Et à la fin du match, on perd et on rentre, on prend le bus pour aller à l'aéroport et on est dans la salle d'attente avant d'embarquer. Et Claude Bèze arrive en voiture à part et la tête des mauvais jours, hein, c'est normal. Hein. En demi-finale, tout le monde rêvait d'aller en finale.
Il est allé voir, alors je sais toujours pas si Zlatan Zoran. Alors Zoran tire le Alors c'est dernier. Zlatko. C'est Zlatko qui ne veut pas tirer, pourtant Ouais. c'était attaquant. Hein. Mm. Et je me souviens toujours devant tout le monde, Claude Bèze lui a passé un savon en disant que c'était inadmissible pour un joueur, parce qu'à l'époque, les joueurs qui venaient en France, les joueurs étrangers qui venaient en France, tu pouvais venir d'étrangers en France que si tu avais 28 ans. Donc il avait 22, il est arrivé aux 28 ans. Et Claude Bèze a été hors de lui et lui a passé une soufflante en disant c'est pas normal qu'un gamin de 18 ans tire à ta place puisque tu as refusé. Voilà. Donc j'étais un peu gêné, mais Tu bon, m'étonnes. j'y pouvais Ouais. rien. Voilà, c'est pas parce qu'il a pas tiré qu'on n'a pas gagné non plus, mais voilà, c'était et pour ça, Claude Bèze était incroyable. Il responsabilisait beaucoup les gens, il supportait pas les gens qui prenaient pas leurs responsabilités. C'était le cas avec Zatko. Alors pourtant, il avait les qualités requises en tout cas pour le faire. Voilà. On a eu Philippe Farjon aussi sur le programme qui nous a dit que c'était une des choses qu'il regrettait le plus parce que lui aussi, il a eu l'opportunité de tirer, mais je crois qu'il avait déjà enlevé ses crampons, ses protèges tibia, donc c'était un peu. Il avait un petit peu fait tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir à tirer et je crois qu'Aimé Jacquet lui avait dit avec une certaine bienveillance que lui-même le regretterait dans des années, qu'il se souviendrait qu'il préférerait sûrement, quand il va rétrospectivement se souvenir de ce match, avoir tiré le penalty et l'avoir raté plutôt que d'avoir pas osé le tirer. Et effectivement, c'est ce que Farjon nous racontait. Mais bon, il était tout jeune aussi, hein. Il n'avait pas effectivement 28-29 ans comme Lui, ça a été un autre Biovic. Il a débarqué comme ça en janvier, on ne sait même pas d'où il venait. Je crois qu'il claque une quinzaine de buts en 6 mois. Je crois 15 buts en 18 matchs. Ouais. Il sort de Suisse, de nulle part. Personne n'en a jamais entendu parler. Enfin, il avait fait un petit essai à Auxerre. C'était la comète du Haillan. Ouais. Enfin, voilà. Donc, cette première année énorme. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que l'équipe de France est dans ton champ de vision, sachant que tu joues dans une équipe d'internationaux, tu es titulaire dans la meilleure équipe de France, une des meilleures équipes d'Europe, ou est-ce que encore l'humilité traditionnelle des Roches t'empêche de t'imaginer plus haut que tu ne l'es déjà à ce moment-là? Oh non, j'imagine pas du tout l'équipe de France. Je suis moi en équipe de France Esport à l'époque. Hein. Ouais. Bon, j'imagine pas l'équipe de France. Je sais même plus l'équipe de France. Il y avait quoi à l'époque? Il y avait encore. C'est Henri Michel. Il y avait Baptiston. Enfin bon, avec. Ah oui, en défense, il y avait encore du gros niveau. Ouais. Max. Il y avait Max Bossis. Il y avait Baptiston, il y avait Manuel Amoros. Manuel Amoros. Il y avait... non, peut-être pas Batney. Non, mais il y avait. Batney, il y avait Yvon Leroux. Après 78. Yvon Leroux. Voilà, il y avait Yvon Leroux, il y avait William Ayache. Moi, j'imagine rien. J'imaginais avec les espoirs, parce qu'en plus, on était en compétition pour aller le plus loin possible. On a eu la chance de gagner les championnats d'Europe. 88, ouais. On est toujours vainqueur, ce qui est quand même assez incroyable. Non, j'imagine pas ça du tout. Moi, j'imagine continuer à jouer à les Girondins de Bordeaux et basta. Hein. Après le reste, ça viendra tout seul. Je sais que ta première sélection est en 88, mais il me semble que tu es déjà appelé en 87 contre la Norvège. Alors, je crois que tu rentres pas. Et c'est justement en tout cas, d'après les recherches que j'ai faites, hein, je crois que Baptiston annonce sa retraite justement pour ce match contre la Norvège et tu es appelé par Henri Michel. Henri. Je ne crois pas que tu joues, mais c'est en 87. Tu n'as même pas encore 19 ans, je crois. Tu te souviens de ça? C'est une bonne. Non. D'accord. Je me souviens avoir été appelé par Platini en 88. Ouais. Pour aller jouer un match contre la Yougoslavie avec une équipe extraordinaire qu'il y avait en face. D'avoir joué avec Sylvain Castel-Dutch dans l'axe. On avait perdu 3-2. On avait fait un très bon match, mais on était éliminé. Après, je suis revenu pendant quelques années. Mais alors, la sélection avec Henri Michel, non, pas du tout. Non. D'accord. Non. Alors, on va aller directement à 88. L'équipe de France est un petit peu en friche. Platini est appelé après le fiasco, on va dire, du match contre Chypre. Après la cabale de Fournier-Fayard et certains disent aussi Platini pour remplacer Henri Michel. Donc, quand tu es appelé pour ce match, tu es encore tout jeune. Alors, la France peut encore se qualifier à cette époque-là. Platini appelle pas mal de nouveaux joueurs, dont toi, dont Christian Pérez, et une équipe vraiment séduisante. Qu'est-ce que te dit d'abord, premièrement, est-ce que tu t'y attends, cette sélection? Parce que tu viens de remporter l'Euro Espoir, on en reviendra. On reviendra là-dessus, mais tu es encore tout jeune. Tu es encore, en tout cas, suffisamment jeune pour jouer avec les espoirs. Non, moi, je ne m'y attends pas du tout. C'est la plus grande surprise qui m'arrive et le plus grand honneur aussi, hein, parce que représenter l'équipe de France avait une saveur particulière.
Pour deux choses. Déjà, porter le maillot de l'équipe de France, représenter la France. Pouvoir, c'est quoi? Je crois que c'est une tourette de gamin. Chanter la Marseillaise aussi. Et le fait de jouer à l'équipe de France, ça change votre statut. Votre statut, et pas que vis-à-vis des gens de l'opinion publique, puisque les gens vous voient de temps en temps sur les matchs. Et encore, il y a moins de télé à l'époque. Et pour voir les matchs, il fallait être sur TF1 ou Canal+, qui avait pris le football en 85. Donc, mais derrière, moi, ça vous permet surtout d'avoir un contrat plus important, donc de l'argent plus important, des primes aussi, parce que quand vous avez votre premier contrat professionnel, c'était pas mirobolant non plus, c'était mieux que stagiaire, mais vous conditionnez certaines clauses à vos sélections en équipe de France. Donc voilà, ça veut dire que vous changez alors c'est pas de niveau, mais de statut. Voilà, le statut des gens qui vous voient et de statut dans votre contrat aussi, quoi. Voilà. Après, même si on court pas après l'argent, hein, mais ça a une incidence importante quand même quand vous Bien débutez. sûr. Mais enfin, c'était l'honneur d'aller en équipe de France. Après, on est allé là-bas dans un match, on savait que ça allait être difficile parce que l'équipe Yougoslavie était, oh là là, ils avaient que des joueurs de très très haut niveau. Et on a fait un match plutôt cohérent, même sans se faisant dominer. Je crois que même au score, on mène au score par deux fois. Mais Ouais, bah, Exactement. Christian Pérez qui marque, je crois, ouais, après c'est 3 ça. minutes lors de sa première section, qui mène jusqu'à la 68e et puis au final qui s'écroule, non, mais qui perd du coup dans les 15 dernières minutes. Voilà. Bon, l'équipe est éliminée. Après, on ne sait pas quand est-ce que sont les autres matchs. Il y avait beaucoup moins de matchs internationaux qu'il y en a maintenant. Il y a moins de compétition. Donc c'est un paramètre où tu te dis bon, allez, on repart un club, on verra ce qui se passera, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, quand tu as goûté, bah, bien sûr, la première réflexion, c'est sois bon dans ton club pour être de nouveau appelé, quoi. Ouais. Et Platini, comment est-ce qu'il vous... et toi, pour toi, Platini, c'était un mythe? Bah oui, non, mais c'était quand même la star française. Tout le monde voulait être Platini. Tout le monde l'avait vu jouer à Saint-Étienne, tout le monde l'a vu jouer à la Juve. Moi, j'étais dans la tribune quand la Juve est venue jouer contre les Girondins de Bordeaux en 84, je crois. Ouais, 84, 85, je crois. 84. J'étais dans les tribunes lors du match France-Portugal à Marseille. J'avais joué à lever de rideau avec des Bordeaux contre Auxerre. Je crois que c'était la finale de la Coupe Gambardella. Donc, oui, ben, Platoche, c'est tout le monde a envie d'être Platoche, mais on n'en a pas les moyens. Ouais. Parce que j'étais avec lui il y a 2 jours. Là. On a passé le moment ensemble pendant 2 jours, là, à jouer au golf. Mais oui, c'était une idole pour nous. Ouais. Ben, normal, hein, c'était le plus beau représentant qu'on pouvait avoir à l'étranger. Hein. Ouais. Il a une équipe de France, trois ballons d'or. Donc voilà, beaucoup de respect. Mais lui nous a accueillis comme un sélectionneur, et surtout comme un ex-joueur, parce il avait arrêté quelques années plus tôt. Il avait arrêté un an Ouais, plus il tôt. termine en 80, il arrête en 87. Ouais, en mai Donc, extrêmement, 87 et il extrêmement reprend l'équipe en bienveillant. 88. Voilà, extrêmement bienveillant. Il fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions sur un match que sur le papier on doit perdre. Donc on a perdu. Mais voilà, on a fait des choses correctement. Voilà. Après, on est rentré à la maison, hein, on attendait. Les joueurs qui ont participé à cette épopée nous disaient il était encore très joueur. Mais, bah oui, c'est pas facile de faire la bascule. Hein. Mais bon, la relation en tout cas était plutôt proche. Alors nous, il y a beaucoup. Quand vous avez en face de vous des ex-joueurs de ce niveau-là, bah c'est vrai que sur de distance de timidité qui se crée, bien sûr. Hein. Bien sûr. On le voit. Hein. Lui ne le veut pas, mais inconsciemment, on vous voit les gens. Et quand tu arrives en équipe de France, est-ce que, donc tu dis ton statut change, est-ce que toi, du coup, tu t'imposes plus d'exigences, tu vois un petit peu comment les autres joueurs évoluent, tu essayes un petit peu de t'inspirer d'autres joueurs ou tu restes dans ton personnage, c'est-à-dire que tu sais quelles sont tes forces et que tu t'essayes de continuer à travailler tes points forts? Que ça soit en équipe de France ou dans les clubs par la suite, c'est que tu ne rêves que de jouer contre des grands joueurs. Voilà. C'est pour ça que tu te bats pour être dans les meilleurs clubs, pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe, où tu côtoies le gratin du football. Et moi, l'objectif, quand tu vas en équipe de France, bien sûr, c'est d'y revenir. Hein, mais pour y revenir, il faut être bon avec son club, être régulier surtout. Mais moi, c'est les meilleurs tests que vous pouvez avoir pour un joueur, parce que les matchs européens, vous n'en jouez pas beaucoup. Et là, vous rencontrez une des plus belles équipes européennes d'ex-Yougoslavie. C'est un bon test pour connaître votre niveau. Et là, tu te dis, bon, bah, écoute, là, Dorian, on a perdu 3-2. Lui, il m'a pas dribblé. Lui, il m'a pas fait ça. Donc, bon, bah, écoute, c'est pas mal. Ça veut dire que
bah, ça veut dire que j'ai un niveau pour jouer dans des bons clubs et jouer au niveau international. Moi, j'ai toujours pris comme ça ces rencontres-là déjà pour gagner, premièrement, et et d'une évaluation, en tout cas, de ton niveau et de savoir si tu l'as, quoi. Voilà. Et ça nous a été confirmé avec Paris, hein. Pendant 6 ans, on a fait 5 demi-finales de Coupe d'Europe d'affilée. Là, tu te dis, bah, écoute, personne te fait peur, quoi. Saison 88-89, avec les Girondins, vous allez en quart de finale de la, ça s'appelait pas encore la Ligue des Champions, mais c'est la Coupe des clubs champions, vous contre Eindhoven. Tu te souviens de ce match encore? Ce quart de finale contre Eindhoven qui finira par gagner la compétition d'ailleurs? Non, j'ai pas souvenir. Non, j'ai pas souvenir de ce match. Je me souviens d'avoir Coman en face, hein, parce que quand même je regardais, il jouait au poste. Je me souviens surtout de Guéretz aussi, hein, ce Belge là, qui jouait Eric latéral. Guéretz, il faisait des touches de 60 mètres. Ouais. Exactement. Voilà, donc c'était après les autres joueurs, non, c'était pas des références pour moi. Les seules références qu'on pouvait avoir à l'époque des Pays-Bas, c'était Cruyff et les autres. Hein. Et l'Ajax, ouais. Mais on savait très bien qu'en tout cas le niveau néerlandais était très bon. Hein. Donc, mais j'ai pas de souvenir précis de ce match-là, vraiment pas. Ouais. D'accord. Bah, c'était pas une équipe ultra sexy, hein, pour être honnête, mais ils ont quand même gagné cette année-là. Et je pense rétrospectivement, c'était peut-être l'année idoine pour Bordeaux, en tout cas pour gagner cette compétition à cette époque-là. Je me souviens, au milieu de terrain, il y avait Girard, Tigana, Touré, Ferreri en termes d'équipe. Ouais, Farjan, Girard, les frères Viovic, Didier Sénac, Touvenel. Ouais. Non, on avait une grosse équipe, mais voilà, on s'est pas posé. Hein. C'est qu'on n'a pas mérité. Ouais. Et alors, tu restes à Bordeaux pendant un petit moment quand même. Ouais. Et patatras, l'affaire de la gestion par Claude Bèze close un petit peu, et donc du coup c'est un peu la braderie. Et tu es transféré à Marseille. Est-ce que vous vous y attendez? Vous savez un petit peu que c'est un peu un château de cartes à ce moment-là, les Girondins? Ben, on sait à travers les journaux que le club est en grande difficulté financière, qu'il y a des affaires sur les comptes détournés un peu des Girondins de Bordeaux. Mais on pense pas quand on est joueur que le club est dans cet état-là. D'accord. J'en prends conscience le jour où je suis convoqué par Claude Bèze dans son bureau. J'avais mis mes crampons pour aller m'entraîner. Et il dit, écoute, me dit, il faut que tu ailles voir le président. Donc, je me posais la question, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et quand le président te convoquait, c'est la moto, c'est ça. Je la conduis plus, la moto, je vous promets. Ouais. Non, même pas, je l'avais pas encore. Non, mais pas encore. L'Opel Corsa, je l'ai pas vendue. Elle est toujours dans mon garage. Ouais, exactement. non, mais ça va, tu te dis, ça va chauffer. Et il te dit, voilà, écoute, Alain, en plus, moi, j'étais en négociation pour prolonger mon contrat professionnel. D'accord. Et il me dit, Alain, faut que tu partes. Je dis, mais. Comme ça. Ouais, faut que tu partes, écoute-le. Enfin, bon, il me dit, voilà, le club est en difficulté. On n'a pas beaucoup de joueurs qui sont monnayables. Je crois que José Touré partait à Monaco. Je me dis, Alain, il faut que tu partes avec Jean-Tigana. Et j'ai un club pour toi. D'accord, mais j'ai dit, écoutez, moi, j'ai pas prévu de partir. Je fais plutôt même pour parler avec vous. Il me dit, écoute, ouais, mais tu fais partie des joueurs qui sont monnayables pour nous et qui peuvent nous rapporter de l'argent. Autrement, le club va plonger en Ligue 2. Je dis, oui, mais bon, moi, j'ai pas envie de partir. Il me dit, oui, mais en plus, c'est pour Marseille. encore moins pour Marseille. Oui, parce qu'à l'époque, la guerre, c'était entre les Girondins et Marseille. Ça commençait, ouais. Bèze et Tapi se détestaient, enfin, sauf pour faire les deals. Hein. Ouais, j'allais dire, c'est marrant parce qu'il y avait officiellement, ils étaient testés, mais il y avait énormément de passages entre les deux clubs. Ouais, comme Paris et Marseille. Comme aussi. Paris et Marseille. Pareil. Et quand il faut faire des deals, d'abord, quand l'argent rentre en jeu, on s'entend toujours. Bon, il me dit, il faut que tu partes. Bah, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai pas envie de partir, donc je reste. Bah, il me dit, écoute, je reprends ta voiture. Non, on se reparle demain. On se reparle demain. Le lendemain, je suis convoqué une nouvelle fois avant l'entraînement et là, il me dit, écoute, je te passe quelqu'un. Il me passe Tapi. Voilà. Ah ouais, comme ça. Ok. Il me dit, je te passe quelqu'un, voilà. Il veut te parler, Tapi. Donc, très bien. Je suis un peu surpris qu'il veuille me parler, mais et lui, il m'appelle, il me dit, écoute, Alain, le club de Bordeaux est en difficulté, ils veulent te vendre. Moi, je te veux absolument. Je suis en train de. Tu as vu l'année dernière, je crois qu'ils avaient été champions de France déjà. Pas une bêtise, ils sont champions de France. Il me dit, voilà, l'équipe, tu la connais. Nous, on va faire venir d'autres grands joueurs que je ne connaissais pas. Par Manuel Amoros, il m'avait dit, je vais faire venir Manuel Amoros, qui était quand même international français, donc j'apprécie énormément. Je dis, écoutez, ça me dit rien du tout. Je suis bien ici. J'ai ma famille. Ça a dû le rendre fou, ça.
Bah ouais, mais c'est normal. Il me dit, écoute, Alain, il me dit, combien tu gagnes? Bah, je dis, je gagne ça. Bah, il me dit, écoute, voilà ce que je te propose. Bon, j'ai dit, bon, écoutez, on va réfléchir quand même parce que entre la proposition Ouais. sportive et la Ouais. proposition sportive, Ok. quand même, sans savoir un peu l'avenir des clubs du Girondin et la proposition financière, j'ai dit, écoutez, je vous donne une réponse rapidement. Voilà. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas les portables, il fallait téléphoner sur les fixes. Ouais, bien sûr. Et moi, je descends au vestiaire et je discute avec Jean Tigana, qui lui aussi avait été sollicité par l'Olympique de Marseille. Je dis, qu'est-ce que tu fais, Jeannot? Bah, il me dit, écoute, je j'ai pas envie de rester à Bordeaux, c'est quand même un challenge important, donc je vais partir à Marseille. Bon, écoute, on a fait une réunion de famille avec les parents, on a discuté un petit peu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre un agent aussi, Alain Miliacio, qui était l'agent de pas Ouais, mal de l'agent à l'époque. de Corentin Martins aussi. Ouais, bah, il avait Laurent Blanc, il avait Eric Cantona, il avait bon, Zidane, il a toujours eu, enfin bon, Dugarry et bien d'autres. Bon, bah, c'est pas le plus important. Et on s'est dit, c'était peut-être le moment de partir aussi, voilà, de se challenger, de se remettre en question, parce que moi, j'étais le joueur ici du club, protégé par la presse, protégé par le public. Je pouvais faire un match, on me reprochait jamais rien. Faire un mauvais match, on me T'es reprochait un peu le jamais rien. chouchou, quoi. Ah, et ouais, comme j'y reste l'été, on était intouchables, Ouais. quoi, tous les deux. Et J'irais, c'était parti l'année d'avant Et d'ailleurs, je Giray pense, à était parti Marseille. à Marseille l'année d'avant, en conflit avec Ouais. Bell, et voilà. Ouais, ben, j'ai dit, écoute, on va tenter l'aventure, hein, parce que je sais pas où vont les Girondins, et surtout, moi, il y avait une vraie ambition sportive aussi de continuer à gagner, hein. Quand tu as commencé à Bordeaux, tu dans les plus grands clubs français pour continuer à gagner. Donc voilà, je suis parti à Marseille. Alors là, ça a été un changement, mais radical de chez radical. Alors, juste avant de. T'étais marié à ce moment-là ou pas? Et j'avais demandé la main de ma femme. Elle était enceinte aussi, donc ça a été un choix aussi draconien, hein. Donc Ouais. on s'est marié en 89. Je suis parti en 89 directement à Marseille après le mariage. Voilà. Elle était d'accord avec l'idée ou Non, pas du tout. Non, ok. Du tout d'accord parce qu'elle était, bah non, elle était responsable d'un salon de coiffure. Elle voulait Bah continuer à ouais. travailler. Donc ça n'a pas été facile pour elle de choisir. Mais bon, alors moi, il y a elle était beaucoup d'instabilité. Si ça fonctionnait pas entre nous, ou si ça fonctionnait pas, elle pouvait repartir à travailler aussi. Mais bon, là, elle était enceinte. On s'était dit voilà, on part. Le petit sort et après on verra ce qui se passe. Si il suffit qu'on s'installe à Marseille et que ça se passe bien, et ben tu trouveras du boulot, c'est pas un problème quoi. Voilà donc voilà, le challenge était intéressant et on est parti et ça n'a pas duré longtemps, mais Ouais, alors justement, petite question. Quand tu disais, bon, Tapi te dit, voilà combien tu gagnes et voilà ce que je te propose. J'imagine, comme c'était un peu le style un peu flamboyant de Tapi, il a dû dire, est-ce il multiplie ton salaire par quoi? Par 2, par 3, par 4? non, multiplie par 6 mon salaire. Par Waouh. 6, d'accord. Ouais. Waouh, ok. Et il t'a Ouais. payé effectivement comme ça parce que bon, il y avait les promesses et. Ah non, toujours payé. Si tu préfères, moi à l'époque je gagnais un salaire pro, je gagnais ça faisait quoi ça, 10 000 francs. Ça Bah, fait ça fait 1500, 1500. 1500 euros. Voilà, je gagnais 1 500 euros à Mm. 20 ans. Ce qui était un peu d'argent hein, par rapport. Ouais, à Ouais, l'époque, c'était pas trop mal. Ouais. Voilà, c'était pas ridicule non plus. Et quand Tapi te ouais. dit tu vas en gagner, 7500, ouais, c'est un autre tu deal. vas en gagner 80 000 plutôt que 10 000, ben, Ouais, il y a un delta quand même qui est très, très Ouais, important. qui est difficile de dire non, ouais. Sachant que Bess ne veut pas renouveler ton contrat. Donc moi, il me restait 1 an de contrat, tu penses à l'avenir, donc voilà. Après, bon, sportivement, c'était super intéressant. Et je regrette vraiment pas d'être parti. Je remercie même que Monsieur Bez, paix à son âme, de m'avoir fait partir aussi, parce que c'était une expérience incroyable et ça me permet surtout de de partir grandir, hein. de mon cocon bordelais, quoi. Voilà. Ouais. Et de Et, grandir hyper vite, je crois, hein. Exactement. et alors, Bordeaux, Bez, c'était vraiment un personnage ultra flamboyant qui avait pas peur de se friter un petit peu avec tout le monde, qui s'occupait chaleureusement des arbitres en leur offrant des cadeaux, en leur offrant des visites dans leur chambre d'hôtel par des personnages du soir, etc. Vous étiez au courant de toutes ces petites manigances où il laissait vraiment lui s'occuper des trucs un peu extra-sportifs et il laissait le sportif aux joueurs? Alors d'abord, nous, moi, j'ai jamais fait attention à ce genre de choses. Ça a été dit un peu plus tard, mais je vais quand même rappeler que Claude Bèze a copié ce que faisaient tous les autres clubs européens de l'époque, hein. Donc, Ouais, ouais. Et Non, Tapi, c'était la période, hein. l'a bien dit ouvertement quand on perd en demi-finale contre Benfica, la main de Bata, quand il dit j'ai compris comment il faut faire pour gagner une Coupe d'Europe. Donc Ouais. voilà, donc Bèze, oui, a peut-être
fourni quelques chambres, peut-être a ouvert quelques cadeaux à certains arbitres des pays de l'Est qui vivaient dans des conditions précaires de l'époque. Ouais. Mais c'était monnaie courante en Italie, monnaie courante en Espagne, au Portugal, quoi. Donc après, ça nous a pas fait gagner de Coupe d'Europe, premièrement. On s'est fait éliminer par Leipzig, pourtant c'était un pays de l'Est à l'époque, il y avait pas le mur de Berlin n'était toujours pas tombé. Hein. Ouais. Non, il n'était pas tombé. Non, il était pas tombé. Non. Il tombe Non, en il tombe en 89. 89. 9. Non, moi je savais que le Claude Blech jouait beaucoup au poker, lors des déplacements, mais à part le reste, ça, je me suis jamais posé la question de savoir s'il s'occupait des arbitres ou pas. Non, c'était. D'accord. Non, d'accord. Bah, de toute façon, il y a moins d'histoires autour de Bèze qu'autour de Marseille, hein, c'est certain. Et surtout, on pourra en parler. Ouais. Bon, toi, tu arrives à Marseille, tu restes une année là-bas. Effectivement, comme tu disais, tu te challenges pas mal. J'ai l'impression que Marseille, c'était pas vraiment une équipe que tu aimais particulièrement, en tout cas avant d'y aller. Bah, c'est toujours pareil, le contexte de l'époque. Les matchs étaient difficiles, âpres, très engagés. Comme déjà, hein, en plus, c'était beaucoup plus engagé à l'époque que ce ne l'est maintenant. Voilà, il y avait un antagonisme important entre les deux. Moi, j'ai pas de problème à m'adapter dans une équipe où je vais, quoi, où on me fait confiance, où on me paye pour jouer au football, dans un contexte admirable, non, pas admirable, c'est compliqué, mais où tu as un engouement populaire, mais qui existe nulle part ailleurs, quoi. Je veux dire, quand tu as 70 000 personnes au stade, à Bordeaux, il y en avait 30 000 quand tu faisais des grands matchs. Quand même, tu as une capacité qui est le double c'était l'Escure à l'époque. Des gens qui ne vivent que pour leur club, alors avec ses désagréments, hein, faut pas rêver, hein. Ta vie privée en est impactée, hein, où tu sors plus parce que tout le monde veut te dire bonjour, te parler bien ou mal en fonction des résultats. Donc c'est une vie qui est pas simple, mais Elle est intense. elle est intense, elle est excessivement bonne en expérience. Elle te fait grandir à vitesse grand V, grand V, grand V. Et le jour où tu réussis à Marseille, tu peux te dire je peux jouer n'importe où dans le monde entier. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Voilà. Vous le voyez encore, hein, avec tout ce qui se passe. Donc non, c'était un beau challenge et moi je l'ai pris comme ça. Hein. Ok, ben l'antagonisme entre les deux équipes. Moi, je suis à Marseille, j'ai envie de gagner, j'ai envie de gagner pour le club, pour la ville, et basta, j'avance. Hein. Et en plus, j'étais très bien accueilli par les gens. Hein. J'ai pas eu de soucis, plutôt même. Jean Tigana a eu plus que moi de soucis en arrivant là-bas. Voilà. Pourtant, lui qui est originaire du coin, c'était un peu plus complexe où les gens l'ont pris un petit peu en grippe lors des matchs amicaux, les premiers matchs amicaux, et par la suite, de par ses performances, tout ça a été effacé rapidement. Et moi, c'est pareil, j'ai pas eu de soucis d'acclimatation, ni avec le public, ni avec les joueurs qui étaient présents. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Carlos Moser qui est arrivé en même temps, avec Waddle qui est arrivé, Enzo Francescoli qui faisait partie des gens que j'apprécie énormément. Donc, non, c'était une expérience difficile, mais géniale, quoi. Ouais, Carlos Moser, c'était vraiment un personnage. Est-ce que Ouais. tu t'as appris un petit peu à ses côtés? Vous êtes comme deux joueurs vraiment différents, j'ai l'impression. J'ai appris le vice. Voilà. Après, l'agressivité, non, parce que c'était pas agressif. Carlos, c'était méchant. Mais Carlos allait pour faire mal. Voilà. Il allait faire mal. Il faisait mal à l'entraînement, mais pas volontairement, parce que c'était un garçon qui était excessivement sec. Il avait des os très durs, très pointus, ça faisait très mal. Mais après, quand il avait des adversaires en face, c'était une grande méchanceté. Oui, il a prouvé plusieurs fois. C'était un homme dangereux même sur le terrain. Bah, on a eu Yannick Stopira qui nous a dit que Carlos Moser a plus ou moins terminé sa carrière, quoi, en lui faisant une faute Oui, non, en match de Coupe de France, en lui déchirant l'arrière de la cuisse je crois qu'il a même pas essayé d'avoir le ballon. Hein. non, enfin, franchement, quand tu as Moser dans ton équipe, c'est un vrai bonheur. Hein. Tu te dis, J'imagine, ouais. simplement, c'est que les attaquants, plutôt que passer de son côté, passaient plus de Il mon côté. passait. Voilà. Bien sûr. Mais, Ça donnait plus de boulot, ouais. le problème, c'est que, enfin, c'est pas le problème, c'est que à gauche, il y avait Eric Dimeco et à droite, il y avait Manuel Amoros, qui aussi sont des gens qui étaient, Eric, vous le connaissez, mais Manu était pas avare non plus de mettre des coups. Hein. Donc, C'est une équipe qui avait de l'impact, ça c'est sûr. exactement. Ouais. Non, mais et pas que ça, parce que derrière, c'était des très bons joueurs techniquement. Eric Dimeco, je suis pas pied gauche. Manu, c'était pareil. Carlos Moser, ce n'était pas qu'un joueur agressif, c'était un merveilleux joueur aussi, capable Je suis un de. très bon pianiste aussi, paraît-il. Exactement. Donc voilà, moi j'ai appris du vice avec lui, j'ai appris
à supporter la pression à Marseille, même si ça a été compliqué. Ça a été beaucoup plus dur en fin d'année. Et à un moment, quand tu es joueur de foot et que tu joues à Marseille, et quand tu vois tout ce qu'ils gagnent derrière, bah, tu as un regret de ne pas avoir été là quand ils ont tout emporté, quoi. Ce qui est logique. Voilà, je suis passé à Paris 6 ans, c'était la guerre avec Marseille. Mais quand tu joues à Marseille pendant 1 an et que 2 ans plus tard, ils gagnent la Ligue des Champions, bah oui, bah, tu te dis, bon. C'est un peu. Bah, oui, tu regrettes. Tu regrettes, oui, non, tu regrettes, oui, parce que tous tes copains, enfin, tous les mecs que tu aimais bien ont gagné un titre. Mais tu te dis aussi, t'es peut-être pas le niveau pour rester, puisque je suis parti, donc ils ont gagné sans moi. Donc, voilà. Alors, l'histoire de ton départ, si je comprends bien, Ouais. t'es blessé à la fin de la saison, c'est ça? Ou en tout cas à Non, l'intersaison? non. Moi, je me blesse, je suis titulaire avec Carlos Moser. J'avais des gros problèmes de cheville déjà à Bordeaux et je prends un gros choc avec à Marseille. J'ai ma cheville qui est extrêmement douloureuse et on décide de m'opérer puisque j'ai des petits morceaux de calcification et d'os qui bougent dans la cheville et qui me perturbent. Donc on fait une sorte c'est quoi le terme exact? Une sorte d'aspiration. Voilà. Je suis tenu hors des terrains pendant un mois et demi. En attendant, Franck Chauzet, qui jouait mieux défensif, recule central. Exactement. Et fait la paire avec Carlos Moser, fait une saison brillante. Moi, j'ai du mal à m'imposer puisque et Franck sont indiscutables. Et je joue moi simplement, je joue peu de matchs en fin de saison. Je joue une demi-finale de Coupe de France, donc on perd contre le Racing avec une erreur de ma part qui coûte le but et la qualification. La sortie du stade est assez difficile. Ouais, assez difficile pour moi. Mon épouse dans la voiture, bon, la voiture qui est grandement secouée. Bon, on a eu un peu peur. Ah ouais, carrément. Il y a un peu de monde autour de la voiture, peu de gens de la sécurité. C'est pas ça qui m'a fait partir, hein. Mais voilà, je joue. Mais ça t'a pas fait rester. Non, c'est pas ça. Non. Bah, après, j'ai pas dit que ça doit arriver. J'ai dit que ça peut arriver, mais ça doit pas arriver. D'abord, si t'es bon, les matchs d'après, le vent tourne, hein, donc c'est toujours pareil, hein. Et là, tu peux être applaudi en sortant et non peut se bousculer. Mais je sais qu'ils sont en train de discuter. Ils veulent Basile Boli pour jouer à 3 derrière avec Casoni. Et moi, je me dis, pourquoi pas partir? Voilà, sachant que si Basile Boli vient, je vois pas où je vais jouer. Voilà. Le club ne me montre pas non plus une envie trop forte de rester. En tout cas, de me conserver, pardon. Et donc, l'idée entre un peu dans la tête de tout le monde, que ce soit de Giroud, de Gérard Bourgoin à l'époque et de un mec qui était président de l'OCR, de Tapi, de Ernest aussi, et de mon agence, et de pourquoi pas faire un échange entre Basile Boli et moi. Voilà. Ça coûte moins cher au club de Marseille. OCR récupère un joueur de bon niveau. Marseille récupère un Boli de bon niveau aussi. Ça peut arranger tout le monde. Voilà. Et tout le monde s'arrange à l'hôtel. Novotel de ce quoi de L'aéroport, en Vitry, face de c'est ça? l'aéroport, la face de l'aéroport, tout le monde est réuni là, Tapi arrive et la solution, on trouvait pas de solution, enfin, pas moi, mais les deux clubs, et Tapi est arrivé, la solution a été trouvée en 5 minutes. Voilà. Donc Basile va à Marseille, moi je vais directement au Auxerre. Voilà. Et alors, comment ça se passe dans ton foyer? Un nouveau départ et cette fois-ci de Marseille à Auxerre? Alors là, oui, c'est facile, c'est facile. On est parti à Marseille. Là, on va à Auxerre dans un club, faut pas oublier, qui trustait souvent les places européennes. Hein, faut pas l'oublier. Top 5. Très belle, Top 5. super équipe en Un plus. club qui est amical, hein. C'est exactement avec un Giroud indétrônable, incontournable. Une équipe très difficile à jouer à chaque fois que tu as joué à la Baie des Champs. Donc, on décide avec mon agent de partir là-bas, bien sûr, en prenant conseil après auprès de ma femme, quand même, c'est normal, parce qu'elle venait d'accoucher. Mes parents aussi, même si mes parents étaient un peu en retrait. Et l'idée, c'était de jouer à Auxerre, de rejouer à Auxerre, voilà, de jouer, d'enchaîner les matchs pour pouvoir rebondir dans un club plus prestigieux. Te retaper en gros. Voilà, exactement. On signe 2 ans avec une option supplémentaire et l'opportunité de partir au bout de 2 ans moyennant un montant de transfert qui était défini sur le contrat. Voilà. Ah déjà, ok, très bien. Oui, on avait anticipé avec mon agent parce qu'on ne voulait pas s'éterniser au Auxerre parce que c'était un club qui
l'air de rien, tout le monde disait ils n'ont pas les moyens. Ils avaient les moyens de payer parce qu'ils m'ont donné exactement le même salaire que j'avais À Marseille. Marseille. Mais je savais surtout que j'allais rebondir dans un autre club derrière qui sportivement avait d'autres ambitions et pas simplement le maintien comme l'annonçait Giroud. tous les ans, des ambitions financières aussi plus importantes. Parce que le but de Giroud, c'est que il voulait que les salaires ne dépassent pas une certaine somme. Ça veut dire que tous les joueurs qui arrivaient, que ce soit moi ou d'autres, que ce soit les Nendo Chifo ou des Laurent Blanc ou d'autres, on avait tous le même salaire. Voilà. Pour qu'il y ait trop de différence par rapport aux joueurs qui étaient issus du club, qu'il n'y ait pas de jalousie. L'idée, c'était pas qu'ils nous gardent longtemps, c'était l'idée qu'ils profitent de notre présence pendant quelques années pour avoir des résultats et derrière nous revendre et faire une plus-value. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. J'ai fait 2 ans où j'ai pas raté un match en 2 ans. Ouais, exactement. Tu joues Voilà, ça m'a 38 remis en matchs de selle. championnat pendant les 2 saisons. Ouais. Voilà. Donc, et je postule pour l'équipe de France à 92. Mais Platini m'appelle pour me dire, écoute, Alain, je suis désolé, tu aurais le niveau pour venir avec nous. Mais on vient de faire les phases qualificatives sans aucune défaite. Donc, j'ai mon groupe et je suis obligé de partir avec. Parce que moi, bon, Michel, je l'avais connu en 87. Bon, là, il a eu la grande honnêteté de m'appeler. Parce que tout le monde dit dans les journaux pourquoi j'y vais pas. Mais bon, moi, je réclamais rien. Hein, mais donc, il m'a appelé et m'a dit, voilà, l'idée, bon, après, c'est, quand il te dit ça, qu'est-ce que tu veux dire? Il a raison. Il y avait beaucoup d'Auxerrois en plus à ce moment-là qui étaient dans cette équipe, parce qu'il devait y avoir Christophe Coquard et Pascal Vairua, ouais. Il manquait juste toi. Cantona, il n'était pas déjà? Ouais, Si, sans doute. Cantona, Papin. Ouais, non, c'est une équipe. C'est l'équipe qui a pas perdu un match d'éliminatoire et qui c'est un peu le soufflet qui retombe malheureusement. Donc toi, quand tu prends ça avec humilité, avec calme, quand Platini te dit, écoute, voilà, je peux pas te faire venir. Qu'est-ce que tu veux répondre au fait qu'il a un groupe qui n'a pas perdu un match pour se qualifier? Rien. Normal que le mec ne change pas de son groupe. Hein. Non, je me vexe pas du tout. Non. Vraiment pas, je vois pas les... D'accord. Et alors, effectivement, la campagne d'après, t'es tout de suite rappelé. Tu joues le match contre le Brésil et ensuite tu sors pas pendant les 3-4 prochaines années. Là, tu deviens un personnage vraiment central de l'équipe de Houillet. Ouais, mais après mon passage à Auxerre, je pars à Paris et c'est vrai que Canal+ a constitué une équipe compétitive pour aller concurrencer Marseille. Et c'est vrai qu'on avait des joueurs de très grand talent qui sont arrivés. L'année où moi j'arrive, on est un paquet à venir. Il y a Fournier, Guérin, Lamal, Le Gouen. Il y a Ginola. moi, Ginola qui est arrivé un peu plus tôt, 6 mois plus tôt. Enfin bon, voilà une équipe qui est compétitive. Comme moi, j'étais pas très loin de l'équipe de France et l'année 94, on gagne en plus le championnat. Et il me semble que je suis même élu joueur de l'année, donc ça m'est pas arrivé souvent. Donc c'est vrai que voilà, tu postules à l'équipe de France et c'est vrai que alors je sais pas si le match de reprise c'était contre le Brésil où on en prend 3 et Serra qui est le capitaine. Mais non 2-0, 2-0, je crois. 2 ou 3-0. Enfin bon, pas vu le jour. Ouais. Voilà. la seule sélection de Prunier, ouais. Voilà. Ton ancien coéquipier. Ouais, exactement. Donc je récupère l'équipe de France pour vivre que des années de galère pendant quelques années. Bah ouais, c'est vrai que tu as un peu eu la malchance d'être dans cette période où l'équipe de France a un peu été victime des dissensions ou plutôt des tensions entre Marseille et les PSG. Est-ce que c'est comme ça que tu vois un peu cette période 92-94? Non, je la vois pas comme ça. Non, je la vois pas comme ça. Oui, il y avait des tensions. Je dis pas le contraire. Mais elles n'étaient pas aussi flagrantes que vous le pensiez. Il y avait un garçon qui était extrêmement jalousé, c'était David Ginola, de par ce qu'il était, de par ce qu'il faisait, de par son aura, de par le fait que c'était le premier joueur à faire des défilés de mode. Donc il a gêné pas mal de gens et pas que des joueurs. Il a gêné des dirigeants, il a gêné Gérard Houllier. Ça l'embêtait un petit peu de voir un joueur aussi bankable que l'était David. Mais c'est pas ça qui a fait qu'on a perdu. C'est qu'on n'a pas été au niveau au moment où il faut. On a manqué d'humilité lors de ces 2 matchs à domicile où un point était pour se qualifier pour aller jouer la Coupe du Monde aux États-Unis, le Graal pour tout joueur de foot. Donc, les aminosités que tu pouvais avoir dans le groupe, tu les oublies pour ces matchs-là. Simplement, c'est que le match
on l'a pris par-dessus la jambe, que ça soit la fédération, que ça soit un peu les joueurs aussi, conditionnés parce que tout le monde pensait déjà avait organisé la fête qu'on allait faire après le match de la Bulgarie, sachant qu'on allait se qualifier, puisqu'on avait battu Israël 4-0 au match aller, le match retour, dans les tribunes, il y avait beaucoup d'Israéliens et nous, on n'a pas été bons, on en a pris 3, quoi. Donc, et tu joues un match couperé contre la Bulgarie où tu fais pas mauvais match. J'ai mis 20 ans à le regarder, à le revoir ce match-là. Ah ouais, t'as mis 20 ans avant d'oser le faire. C'est quoi? Je l'ai revu quand Canal+ a fait un documentaire là-dessus, donc même pas plus de 20 ans, je l'ai revu, quoi, il y a 2 ans ou 3 ans, donc tu vois un peu. D'accord. Ouais. Et j'ai revu le match, et écoute-moi, ça se joue à rien, un exploit individuel de Kostadinov, mais le match était très serré, indécis jusqu'au bout, ça s'est joué à pas grand-chose, mais tu perds pas la qualification là-dessus, quoi, tout, quoi. Mais bon, moi j'ai vécu les galères en équipe de France, et c'est pas dû au problème d'être les joueurs, c'est dû, je pense, à du management, pas que, et surtout moi à mes blessures, parce que moi j'ai eu les ligaments croisés à 1 an et demi d'intervalle. J'étais titulaire avant le championnat d'Europe en 96, et juste avant d'aller en stage à Clairefontaine, je me blesse au dos et je peux plus rien faire pendant 15 jours, mais je suis bloqué entièrement. Je suis obligé de me faire des piqûres d'anti-inflammatoires pour me soulager, pour pouvoir revenir. Et Marcel Desailly, qui jouait milieu de terrain, qui jouait défenseur central à Milan, et alors qu'il jouait milieu de terrain en équipe de France, redescend d'un cran et il s'impose, et il bouge plus après, ouais. c'est indiscutable avec Laurent Blanc. Voilà. Donc, c'est les blessures qui, je pense, parce que si j'avais pas été blessé au dos, c'est moi qui devais jouer. Marseille restait toujours au milieu de terrain avec Didier Deschamps. Mais voilà, après en 97, je me reblesse les ligaments croisés, et j'ai jamais retrouvé mon niveau pour intégrer l'équipe de France. Alors, c'est une frustration terrible, hein, parce que vous vivez de 92 à 97 en équipe de France. En 98, l'année où il faut être là pour ce qui est de la Coupe du Monde, vous n'y êtes pas. Voilà, mais parce que vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas mon niveau. En plus, je vais vous dire, en termes d'honnêteté, c'était Aimé Jacquet qui était l'entraîneur. Je connaissais, j'avais 18 ans, donc il m'a pas dit, mais j'ai compris sa décision. Elle était totalement logique, et le résultat lui a donné raison. Mais voilà, si j'avais pas eu tous ces problèmes de blessures, de ligaments croisés, de ménisques qui m'ont pollué la vie pendant quelques années, je pense que j'aurais pu être peut-être faire partie en tout cas du groupe champion du monde, ou au moins champion du monde, je sais pas dit au championnat d'Europe, quoi. Voilà, donc c'est pas. C'est marrant parce que moi, quand je pense à Alain Roche, je pense à un pilier de l'équipe de France. Effectivement, on ne gagne pas de compétition à cette époque-là, et c'est avant vraiment la deuxième période de gloire. Mais pour moi, c'est un pilier d'une équipe qui fonctionne quand même vachement bien. Donc, Oui, c'est toi. Quand Aimé Jacquet reprend l'équipe, on va jouer contre l'Italie à Naples, on gagne 2-0, on fait un super match. Voilà, tu as une génération qui est née, et en 96, oui, je jouais titulaire tout le temps. Mais Ouais, l'Euro 96, c'est une équipe ultra dure à jouer quand même, l'équipe de France. Me blesser au dos a fait que j'ai perdu ma place, parce que Marcel Desailly a joué les matchs amicaux, a été bon, et moi, j'étais même pas capable, en tout cas dans un état physique, de pouvoir jouer même le premier match. Donc voilà, donc en plus sur une connerie, enfin bon, voilà. Donc les blessures m'ont handicapé à des moments importants où il fallait être là. C'est la vie, bon, la carrière était pas mal, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose, quoi. Voilà. Ça a l'air d'être un gros regret pour toi, l'équipe de France. Ouais, énormément, parce que jouer à une Coupe du Monde, ça arrive pas à tout le monde, ça arrive pas tous les jours, c'est pas tous les ans, c'est tous les 4 ans. Et là, on était à 2 doigts d'y aller. Il nous manquait un point pour le match avec Israël, qu'on devait battre, et on l'a pas fait. Et derrière, quand je disais depuis derrière 16 heures que la chance, quand elle est là, faut savoir la saisir, là, on n'a pas su la saisir, et moi, j'y suis jamais retourné, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, c'est un regret, parce que moi, j'ai une profonde affection pour l'équipe de France. La Marseillaise me met les larmes aux yeux. Moi, je suis extrêmement patriote. Et voilà, donc ouais, ça a été dur, hein. Mais bon. Le match que tu revois en cauchemar, c'est plutôt France-Israël ou c'est plutôt France-Bulgarie, si tu as des matchs qui travaillent? Bulgarie, parce que c'était en fin de match, à la dernière minute. C'est pas David Ginola qui perd ce match-là. David tire le corner rapidement, ok, mais derrière, on est 5 contre 2, et on est incapable d'arrêter la contre-attaque bulgare. Et après, bon, ce but, il peut le taper 10 fois, 1000 fois, il le remettra jamais, mais c'était le jour de cette équipe-là. Donc c'est ce jour-là qu'on a battu. C'est parce que le match nul nous suffisait, hein.
Si on était plus sérieux défensivement, sur cette action-là, on aurait se va qualifier, quoi. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai deux images de ce match. J'ai effectivement le but de Kostadinov. Et c'est pas seulement visuel, c'est aussi le son du stade, en fait, parce qu'il y a vraiment un Le avant et silence après total. Le silence total. Ouais, le silence total après le but de Kostadinov, ça, c'était incroyable. Et la première image, en fait, c'est le premier but. Et de mémoire, c'est sur corner. Et je vois encore Reynal Pedros qui devait être au poteau, qui devait arrêter, qui était sur le poteau, à côté du poteau, qui saute. Mais comme il est trop petit, la balle lui passe au-dessus. Et moi, et là, je me dis, alors, quelle loose. Et j'ai ces deux images, quoi. J'ai le but de Kostadinov et je vois encore Reynal Pedros sauter. Et il me dit, il lui manque encore 20 centimètres et il peut la sortir, quoi. Mais il a le bon timing, mais il n'a pas la bonne taille. Et c'est marrant, hein, c'est des traumatismes. J'allais le dire tout à l'heure, mais tu l'as confirmé, c'est que l'après-match, souvent, quand tu perds, c'est les sifflets. Mais là, c'était un silence de mort dans le stade. On n'avait jamais vécu ça. On jamais vu ça. Et c'est vrai que les jours d'après, les semaines d'après ont été très difficiles. Heureusement que tu te remets le nez dans le club avec les matchs. Une personne qui a énormément souffert, ça a été David, hein, qui a été sifflé sur tous les stades de France. Ça a précipité même son départ de France. Ça a été un bouc émissaire trop facile. Voilà. Bah, ce qui est fou avec cette histoire de Ginola, c'est que quand tu connais Gérard Houllier, quand tu connais son parcours, c'est quand même un ancien prof, donc tu penses qu'il y a quand même une certaine pédagogie, qu'il sorte un truc. Il avait dit quoi, que c'était un crime, c'était criminel ce qu'avait fait. Après, il y avait eu quelques soucis avec eux, entre eux, pendant le stage. Voilà, David qui avait revendiqué de jouer. Enfin bon, voilà. Donc, il y avait quelques antécédents qui ont fait que on a. J'ai beaucoup de profond respect pour Gérard, hein, qui est parti il n'y a pas très longtemps, hein. mais euh, mais ouais, sa gestion et sa communication n'a pas été à la hauteur de l'événement, et accuser un garçon comme trop simple à faire. C'était déresponsabiliser nous déjà, lui aussi. Ouais, bien sûr, je pense aussi. Voilà, Ouais. une mauvaise approche qu'il y avait eu des matchs, du match précédent contre Israël, d'avoir déjà tout prévu pour faire la fête, de rentrer sur le terrain et d'entendre la musique de Joe Dassin, l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Voilà, donc tout le monde s'y croyait avant l'heure. Et donc voilà, ça a été une erreur de management, de gestion. Et après, il a fallu trouver le bouc émissaire. Il y a personne au sein du vestiaire qui calme un peu tout le monde à ce moment-là, où vous êtes vraiment tous sur une espèce de nuage Non mais, d'insouciance. c'est quoi? Il te tarde qu'une chose, c'est de rentrer chez toi et de plus bouger. Voilà. Tu parles pas, t'as rien à commenter, tu sais même pas, t'es groggy, quoi. T'es comme si t'es un boxeur qui prend un bon hypercute dans la gueule, qui est KO, et tu sais pas pourquoi. T'as beau faire ton analyse après, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait. Et quand tu sors du stade, t'es pas au courant des déclarations de Gérard Houllier. Ouais, Il ne l'a pas que le lendemain. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, il y avait moins de journalistes. Il fallait attendre que le papier du lendemain pour savoir ce qui avait été écrit, donc ce qui avait été dit. Donc, on rentre tous chez nous, on ne va même pas manger au restaurant, et on verra après les analyses, quoi. Ce que je veux dire, c'est avant le match, est-ce que quand vous voyez qu'il y a cette espèce de surconfiance en soi, D'un optimisme très, très naïf. Ouais, il y a un optimisme comme extraordinaire. Tu disais toi-même, donc la musique de Joe Dassin, effectivement, ils avaient déjà réservé je sais plus quelle boîte de nuit pour faire la fête. Il y a personne au sein de la Fédé ou au sein de l'entourage technique qui calme un petit peu tout le monde. Les personnes qui se disent, écoutez les gars, est-ce qu'on peut attendre la fin du match, parce que vous êtes des pros, enfin vous avez l'habitude de ça. L'habitude, non, tout se prépare avant, non. Mais on est, je crois que on est totalement déterminé sur le fait de gagner. Mais dans le subconscient, hein. Ouais. Je pense que le subconscient avait intégré tout ce qui avait été prévu. Je sais pas. Il a dû se passer quelque chose, parce que moi je dis ça après coup, parce que tu dois pas perdre contre Israël. Quand tu C'est ça, c'est vraiment là que c'est là que ça se perd, hein. Moi, je pense que Bulgarie, c'était une super équipe. Israël, vous aviez gagné 4-0 là-bas, c'était pas une grosse équipe. Je pense qu'inconsciemment,
on n'était pas pris dans la tête. Voilà. Je pense qu'on a eu tous l'impression d'être extrêmement motivés, mais qu'inconsciemment, on l'était pas. Enfin, on était. Ouais. Je sais pas comment trouver le mot exact, mais. Si, mais je comprends. C'est que derrière, tu peux très bien. Tu donnes l'apparence. Vous aviez fait le plus dur, quoi. Non, mais tu donnes l'apparence d'être motivé parce que tu crois que. Parce que c'est professionnellement, tu es un pro et donc tu te prépares et tu fais comme toujours. Mais à la fin, est-ce que tu y es vraiment dedans? Est-ce que tu as vraiment conscience et le sérieux, la motivation, la concentration ultime pour ce genre de rencontre? Et je pense que c'était pas le cas, en fait. C'est que oui, de toute façon, dans l'équipe, il y avait que des pros. Il y avait que des pros. Mais est-ce que tu as la concentration totale? Après, tu peux avoir une concentration si tu n'as que 6 joueurs qui sont concentrés à fond. Et exactement. Qui sont pas, c'est quand même un sport collectif, quoi, tu vois. Donc, mais oui, je me souviens très bien, mais en plus, petit Israël, souviens-toi, David Ginola, il joue pas. David, il joue pas, donc il fait la gueule. Et c'est le public qui crie au stade Ginola, David. et genre, ça peut pousser à le rentrer. Et c'est pas pour ça que ça change la donne, quoi. Enfin, voilà. Bon, en fait, c'est pas grave. Mais moi, ça m'a fait penser aussi un peu aux erreurs traditionnelles, un peu françaises, c'est-à-dire, c'est marrant, c'est vraiment une culture où quand ça va mal, la France a un peu grognon et tire vraiment sur l'ambulance. Et au contraire, quand ça va bien, il y a une sorte d'euphorie un peu naïve. Et je trouve qu'on avait un peu ça aussi en 2002 pour Corée du Sud, la Coupe du Monde Corée du Sud en Asie, où il y avait un peu le même côté euphorisant. Il y a Johnny Hallyday qui fait sa chanson. C'est sur TF1 en prime. C'était un peu n'importe quoi et ça partait un peu en live. Bon, écoute, on a appris tous nos erreurs. Ouais. Et Deschamps faisait partie du groupe, donc il a pu le transmettre aux autres. C'est la fin de cet épisode exceptionnel avec Alain Roche. On se retrouve la semaine prochaine pour un second volet qui s'annonce passionnant. On va parler de l'Euro 87, des grands matchs du PSG époque Canal+, Naples, Rapide de Vienne, Barcelone, Real Madrid, la Juve. On va parler évidemment aussi de la rivalité avec l'OM et des classicos façon MMA. Et on terminera avec l'expérience réussie d'Alain à Valence. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. À la semaine prochaine. Think that I could understand just what was happening at the time.